Là, ça va démarrer. Voilà, c'est bon, Smith. Bonjour, bonsoir à vous tous, de quelques endroits où vous nous écoutez. Bienvenue à notre rendez-vous du dimanche, notre salon des entrepreneurs, une série de conférences organisées grâce à la collaboration entre l'ANIDCA, l'Agence nationale et internationale de développement de compétences, et l'université, l'Institut universitaire des sciences qui vous offre un paquet de connaissances en ligne ou en présentiel, une formation hybride. Ce soir, nous allons parler de risques majeurs et mitigation en Haïti, comment vivre sur un territoire à dangerosité inhérente. Et de rechef, nous avons un spécialiste avec nous, M. Victor Lucien Polénor, qui est de rechef avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Lucien. Bonsoir, comment allez-vous, M. Smith? Ça va bien? Merci, ça va bien, docteur. Ça va parfaitement. Donc, comme je dis, M. Lucien nous a parlé des risques majeurs et la mitigation en Haïti, comment cela pourrait se faire. Et comme toujours ce soir, votre serviteur comme modérateur Smith Joseph et l'UIS vous félicite de votre présence et souhaite une bonne participation à vous tous. Merci à vous, M. Lucien. Merci beaucoup. Alors, je veux évidemment saluer tout le monde. Je veux dire bonsoir. Je veux dire aussi que nous allons essayer de traiter d'un sujet qui est très vaste, qui est à la fois complexe, parce que nous sommes un peu tous concernés. On va évidemment s'appesantir sur le cas d'Haïti, particulièrement un peu sur la fin, si j'ose dire, mais on va être assez général quand même, puisqu'il s'agit d'une problématique qui intéresse en réalité le monde entier. Ce sont les risques majeurs. Alors, on fait deux parties. Une première partie sur les risques eux-mêmes. On va décrire les 5 principaux risques majeurs. Puis ensuite, on va passer à ce qu'on appelle la mitigation, qui est un terme un peu scientifique, un peu sophistiqué, si j'ose dire, mais enfin, il est très simple. Le mot mitigation veut dire atténuer la douleur ou atténuer la peine. Et la mitigation, ça s'utilise même aussi dans le droit. Par exemple, on vous a donné une peine et qu'on veut quand même la diminuer, donc on peut la mitiguer. On utilise ce qu'on appelle la mitigation. La mitigation, c'est comment on atténue la peine, comment on se prépare à cette douleur que l'on doit atténuer. Et puis ensuite, donc, nous verrons tous les corollaires qu'il y a à ça, à la fois à ces risques majeurs et à la mitigation qu'il faut mettre en place. Voilà, donc on va commencer donc par le premier des risques majeurs. Alors, mon ami Christophe, le docteur Christophe, a nous mettre en place une carte. On va la garder un petit moment. Elle est très importante. Elle montre que les pays de la Caraïbe particulièrement se trouvent à la jonction de plaques tectoniques étant à l'origine des volcans. C'est le premier des risques majeurs pour nombre de ces îles de la Caraïbe. Alors, si vous regardez bien, vous verrez, alors sur la carte que nous présente le docteur Christophe, il y a l'Amérique que vous avez repérée, mais il y a entre les deux Amériques, justement, une plaque là, dans laquelle il y a Cuba, Haïti, notre petite Caraïbe, tout ça. Et tout ça est à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si tu peux avoir une petite flèche pour montrer, mais bon, je pense que tout le monde voit bien l'Amérique du Sud, et nous sommes au milieu de tout ça. Et donc, nous sommes, comme par hasard, sur la jonction de deux plaques. Et du coup, ce sont ces plaques qui vont faire apparaître le volcanisme, qui est le premier des risques majeurs que nous allons dénombrer ce soir. Ces volcans se forment souvent en termes d'alignement, et on les appelle, pour ce qui nous concerne, l'arc insulaire. Donc, ils existent aussi, par exemple, de l'autre côté de la carte mondiale, là où vous allez voir le Japon. Là aussi, il y a un arc de volcans. Alors, aux Antilles, on connaît particulièrement les volcans qui s'appellent des soufrières, à Montserrat, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Vincent. Ce sont donc des volcans qui sont apparus avec les plissements de la Terre, mais aussi la jonction des deux plaques. Et par conséquent, ces volcans-là sont des volcans extrêmement dangereux. D'abord parce qu'ils sont relativement neufs, si j'ose dire. En fait. Quand on dit neuf, c'est des choses qui se comptent en centaines de milliers d'années, mais en même temps, neuf par rapport à la formation de la Terre. Une parenthèse qui vaut, si vous allez en Martinique, il y a une table d'orientation, elle est à la Caravelle, elle permet de comprendre justement la formation
géologique de la Martinique. Et d'où est apparue cette île, sortie de la mer, comme toutes les autres îles d'ailleurs, sortie de la mer, et avec elle, le volcan. Alors, il y a des volcans qui sont des volcans que l'on voit, comme dirait Césaire, c'est-à-dire des volcans comme la montagne Pelée, comme la Soufrière, on les voit. Mais il y a aussi beaucoup de volcans qui sont des volcans sous-marins. Ce sont des volcans qui sont dans les dorsales marines. Alors d'ailleurs, Césaire fait un très beau poème qui porte sur les volcans qui sont donc dans les dorsales. Ces volcans-là sont des volcans souterrains et sous-marins. Ils sont sous la mer. Et ces volcans-là donc, existent, par exemple, en Islande, en Afrique de l'Est. On trouve des volcans qui sont donc ce type de volcans. Il y a aussi des volcans qui sont sous les continents, au Cameroun, à Yellowstone, aux États-Unis. Donc, les volcans ne sont pas forcément comme la montagne Pelée, c'est-à-dire on les voit. Des fois, ils sont effectivement sous les continents et quand ils sont sous les continents ou bien qu'ils sont sous la mer, eh bien, ils ont une autre forme ou bien alors ils ne font pas les mêmes types d'éruptions que les volcans que l'on connaît. Comme par exemple le Vésuve en Italie, la Guadeloupe, Montserrat, la Martinique, que l'on connaît bien. Donc, ce sont ces volcans-là qui constituent pour nous des risques majeurs. Alors, Haïti n'a peut-être pas un volcan, sauf que lorsque, par exemple, la montagne Pelée a explosé, les fumerolles et les fumées, les cendres, se sont vues à près de 10 000 mètres de hauteur. 10 000 mètres de hauteur, ce sont les hauteurs les plus hautes du monde, c'est-à-dire celles qui aujourd'hui seraient, par exemple, les chaînes de l'Himalaya, qui sont à 8 848 mètres pour l'Everest, qui est la plus haute montagne du monde. Donc, imaginez donc que volcan en Martinique, qui serait la montagne Pelée, qui rentrait en éruption, les fumées, ou la fumée, les fumerolles, peuvent atteindre pratiquement l'altitude où volent aujourd'hui des avions. C'est vous dire que, effectivement, les conséquences peuvent être des conséquences désastreuses pour les îles voisines. Et on a vu ça d'ailleurs dans la Caraïbe récemment. Donc, ça, c'est pour le premier risque majeur. Donc, nous sommes dans une zone qui est particulièrement donc, sensible à ce premier risque-là. Alors, je le répète, peut-être qu'il n'y a pas de volcan en Haïti, puisque c'est le cas d'Haïti qui va nous intéresser tout à l'heure, mais il n'empêche que nous sommes donc voisins de tous quand on parle de la Caraïbe. Le deuxième risque majeur, c'est évidemment, à cause de ces plaques tectoniques, la sismicité et le tremblement de terre. Alors là, évidemment, Haïti peut donner leçon au monde entier, puisque Haïti a une des plus grandes catastrophes humaines, avec en 2010, une catastrophe qui a occasionné quelques 250, 300 000 morts, même s'ils ne sont pas morts tout de suite, mais sur l'année qui a suivi, un certain nombre de gens n'ont pas survécu au traumatisme qu'ils avaient subi. Donc, la sismicité est aussi liée justement à ces fameuses plaques tectoniques. Pourquoi? Parce que, comme un puzzle géant, la Terre est composée en 7 grandes plaques. Alors, on dit 7 pour certains géologues, mais certains physiciens dénomment plus d'une centaine de plaques parce qu'ils décomposent les grandes plaques que vous voyez là. Donc, vous voyez, il y a une grande plaque qui entoure toute l'Afrique, il y a une grande plaque qui entoure et qui passe par la Méditerranée, en dessous de l'Espagne, là, le Maroc. Rappelez-vous Agadir, Agadir est au Maroc, 1960, au tremblement de terre extraordinaire. Bon, et puis vous avez cette plaque qui remonte et qui va jusqu'au pôle Nord, et puis qui redescend, alors qui va passer par le canal de Suez, qui va descendre le long aujourd'hui des pays de arabes, là, enfin l'Arabie Saoudite et autres, et les Émirats arabes, Dubaï, et puis qui va redescendre et puis qui va retrouver tout en bas et qui entoure toute l'Afrique. Et bien cette plaque-là, évidemment, ce sont donc ces plaques terrestres qui occasionnent à travers le monde des tremblements de terre. Alors, ramenons-nous donc à notre petite Caraïbe avec nos deux plaques à nous là, et bien toute la Caraïbe est évidemment dans ce risque majeur, vraiment majeur, qui est celui donc du fameux tremblement de terre. La sismicité est une chose que nous connaissons parfaitement. D'ailleurs, chaque année, autour de la Martinique, la Guadeloupe, on dénombre, je vais dire, 20 ou 30 tremblements de terre moyens, autour de 4 sur l'échelle internationale, 6 lorsque c'était par exemple le cas d'Haïti, 6 ou 7,5 lorsque c'était le cas d'Haïti, donc dans des conditions qui sont des conditions qui peuvent effectivement mettre en péril les populations. Alors, souvent, évidemment, nos îles sont tellement petites que le centre du séisme ne se positionne pas forcément sur l'île, mais à côté. Mais il n'empêche que nous sommes effectivement dans des zones où
lorsque les plaques rentrent l'une sous l'autre, ce sont les plaques dites de subduction, quand elles rentrent sur l'autre, l'une sur l'autre, eh bien, elles créent des tensions jusqu'à un point de rupture et au moment où ça rompt, c'est-à-dire au moment où ça finit par casser, tellement la tension est grande, eh bien, ça donne lieu à un tremblement de terre. Je signale que, par exemple, pour le cas de la Martinique, où on a l'air de tout va bien, il ne se passe rien, c'est pas vrai. Nous sommes donc en ce qu'on appelle une lacune sismique. Et cette lacune fait que le tremblement de terre attendu, du fait même de la tension des deux plaques, l'une rentre sous l'autre, ce tremblement de terre attendu depuis à peu près, on va dire, une bonne vingtaine d'années n'est toujours pas arrivé. Donc, je dirais presque à la limite que le jour où ça va trembler, ça va vraiment trembler fort. Parce que, en réalité, les plaques rentrant l'une sur l'autre, les tensions sont devenues telles qu'il est clair que le prochain décrochage sera un décrochage type à celui qui s'est passé en Haïti en 2010. Alors, je signale qu'évidemment, quand on regarde les failles, alors de manière plus proche, quand on regarde la faille de Haïti, on s'aperçoit qu'elle longe tout ce qui va dans l'espèce de droit là, que représente le bout d'Haïti. Je n'ai pas une carte aussi d'Haïti, mais enfin, vous connaissez bien Haïti. Il y a tout ce qui va donc jusqu'à Port-au-Prince. Et ensuite, ça va traverser jusqu'au lac Azoui pratiquement pour descendre le long de la capitale de la République dominicaine, pratiquement devant la capitale de la République dominicaine. Donc, la fois dernière où ça a craqué, ça a parfaitement craqué le long de la faille, exactement le long de cette faille. Donc, il est clair que les tremblements de terre sont extrêmement dangereux. Ils sont liés à ces plaques-là que vous voyez là. Il suffit de se rapporter au tremblement de terre qu'on a au Japon et voir bien que la plaque passe le long du Japon. Il suffit de se rapporter au tremblement de terre qu'on a en Amérique et singulièrement le long de la faille dite de San Andreas, c'est-à-dire la faille qui se trouve entre Los Angeles, là. Vous voyez que vous regardez la côte est, ouest des États-Unis, vous allez voir donc les villes de San Francisco, et puis tout en bas, Los Angeles, eh bien cette faille-là qui remonte jusqu'au Canada s'appelle donc la faille de San Andreas. Et c'est une faille extrêmement dangereuse, elle aussi, et qui va descendre tout au long de la cordillère des Andes et de l'Amérique du Sud. C'est extraordinaire que notre planète soit ainsi, mais elle est ainsi faite. Ce sur quoi nous vivons, c'est-à-dire nous vivons en fait sur un risque majeur qui est lié simplement à la constitution même de la Terre. Elle est composée un peu comme, c'est pas une orange, mais enfin presque comme une orange, où entre chaque partie de l'orange, eh bien, il y a là un danger. Donc, il y a des zones qui sont des zones à moindre risque, comme par exemple l'ensemble de l'Europe, et singulièrement l'ensemble de la partie eurasienne constituée de la Russie, mais il y a des zones qui sont particulièrement dangereuses, comme par exemple toute la partie Pakistan, la partie évidemment Japon, la partie Chine, la partie le haut de l'Inde, ce sont des zones où les tremblements de terre sont très connus. Et puis, il y a des pays qui, pour le moment, n'ont pas connu, si j'ose dire, de tremblements de terre. C'est par exemple le cas de l'Australie, mais encore que l'Australie est bien entourée par cette espèce de partie, vous voyez là, donc cette plaque qui elle-même entoure donc complètement l'Australie. Donc il y a très peu de zones dans le monde qui ne seraient pas des zones de tremblement de terre. Et quand par exemple vous allez dans certains pays et que vous voyez des constructions qui sont faites avec des volutes de béton extrêmement importantes, vous dites tout de suite, si vous êtes un tout petit peu intéressé par cette question, on voit que ces gens-là vivent dans des pays où il n'y a pas de tremblement de terre. Parce qu'on ne peut pas construire comme ça. C'est-à-dire mettre un peu comme si vous mettiez sur la tête, comme vous voyez les images, un peu les images d'Épinal que nous avons, des gens qui portent des traits sur la tête, comme si vous mettez un trait sur la tête de quelqu'un, et puis que la partie de béton serait à ce point importante qu'en cas de tremblement de terre, si vous mettez une charge débordante sur la tête de la personne, la charge va tomber. Donc, il y a beaucoup de pays où les gens construisent et ce type de construction ne pourrait pas aller dans nos zones. Il faut construire en posant ce qu'on appelle des appuis parasismiques, et nous avons eu l'occasion d'en parler la fois dernière, puisque je suis venu parler la fois dernière du transport, et du transport aujourd'hui qui ne peut être que des transports dans lesquels on peut s'assurer que la structure est posée sur des appuis parasismiques pour éviter justement qu'ils ne rentrent
résonance avec le sol en cas de tremblement de terre. Donc ça, c'est le deuxième risque majeur que nous avons et qui porte donc sur le problème donc, de ces fameuses plaques. Alors, dernière petite chose à propos des plaques, la plaque qui traverse la Méditerranée, qui va partir pratiquement donc du bas du pôle Nord jusque tout en bas pour retrouver le pôle Sud là, eh bien, c'est justement une plaque qui, elle, serait donc des plaques glaçantes. En fait, elles ont tendance à s'éloigner, à éloigner les continents l'un de l'autre, alors que d'autres plaques rentrent l'une sur l'autre. Voilà. Parce que je voulais vous dire à propos donc, de ce deuxième risque. Alors, le troisième risque, évidemment, que nous avons, que nous connaissons bien, eh bien, celui-là, ce sont les cyclones. Alors, le cyclone, particulièrement pour notre zone, et pour ce qui concerne Haïti, particulièrement, parce que c'est Haïti aussi qui est un peu le centre de notre intérêt, le cyclone est lié à un courant marin qui s'appelle le Gulf Stream. Alors, toujours la carte, il ne faut pas enlever la carte, parce qu'elle est très importante. Dans la carte, nous avons, voyez, on part des côtes de l'Afrique, là, du côté du Maroc, et puis on vient jusqu'à nous. Et toute cette zone-là, c'est donc pratiquement la zone de l'équateur, au niveau de la zone de l'équateur, qui traverse et qui va aller, donc, l'Inde, etc., jusqu'en bas là-bas. Et puis de l'autre côté, on traverse, on va vers le Mexique. Donc, toute cette zone de l'équateur est la zone centrale du globe. Quand le globe, il tourne, il va tourner et il va donc générer ce que l'on appelle une accélération. Parce que c'est le globe, il tourne, mais sa vitesse de rotation n'est pas à ce point constant qu'elle serait parfaitement avec une accélération zéro. C'est-à-dire qu'en fait, ça tourne, ça ralentit, puis ça tourne plus vite, puis ça ralentit, etc. Et les accélérations, donc en réalité, alors ça c'est le mathématicien qui parle un peu, c'est une dérivée seconde de la distance. Et donc une dérivée première de la vitesse, une accélération. Et quand il y a une accélération, ça crée une force. En physique, on dit que F égale m gamma. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Gamma, c'est l'accélération. Donc, il y a forcément une accélération. C'est cette accélération qui s'appelle l'accélération dite de Coriolis, en tout cas, une partie de la dérivée de la vitesse qui donne l'accélération dite de Coriolis. Coriolis est le nom d'un grand savant. Donc, l'accélération de Coriolis va créer un courant qui s'appelle le Gulf Stream, lequel Gulf Stream donc, va partir des côtes de l'Afrique et va arriver jusqu'à nous. Il est constant. Donc, il va remonter et il va buter en quelque sorte sur l'arc antillais. Et donc, il va tourner en remontant, voyez bien la carte, il va remonter l'arc antillais jusqu'à Miami, puis il va aller jusqu'aux Carolines. Les Carolines, c'est en Amérique. Donc, il va monter jusqu'à New York et ce courant-là va même traverser pratiquement les pieds du Groenland pour redescendre vers l'Angleterre. Et d'ailleurs, en ce moment, vous voyez, à cause du dérèglement climatique, on vous dit même que des fois, il y a des tempêtes, et ces tempêtes-là sont en Angleterre. Or, elles sont nées justement chez nous. Des fois, des cyclones qui naissent chez nous finissent leur course jusqu'en Angleterre. Donc, en fait, ils vont faire le tour de tout l'Atlantique, là. Parce que les vents sont enfermés dans cette zone-là. Pourquoi les vents s'enferment dans les zones? Parce que les vents ont du mal à progresser sur les terres alors qu'elles progressent sur les mers. Et pourquoi elles progressent sur les mers? Elles progressent sur les mers parce que l'accélérateur du cyclone, ce sont les eaux chaudes des mers. Et donc, aujourd'hui, il y a, à cause du dérèglement climatique, à cause du Gulf Stream, donc de ce fameux courant, qui lui-même est un courant naturel généré par l'accélération de Coriolis, qui donne donc affaire à par exemple, ces vents alizés que nous avons de manière permanente et qui ne vont jamais changer. Eh bien, aujourd'hui, ces vents vont se transformer grâce au réchauffement des eaux de surface des mers en cyclones. Et les cyclones sont de plus en plus nombreux. La saison cyclonique est de plus en plus longue. Elle s'étend de juin à novembre normalement, au moment où les eaux de surface des mers sont les plus chaudes. Alors, savez-vous, par exemple, dernière chose qu'il faut aussi retenir, c'est que la surface des océans représente 70% de la surface du globe. Donc, il y a de la place pour vous mettre en place pour que les cyclones s'installent. Une chose que je voulais dire, les cyclones donc, ne peuvent se former que sur une zone, que sur une mer dont les températures sont supérieures à 26 degrés. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de problèmes pour que les températures soient à 26 degrés. Le GIEC, qui est un organisme de contrôle français très connu, dit que l'océan qui absorbe 90% de la chaleur
excédentaire du système climatique était prévu, si j'ose dire, autour des années, pour aller jusqu'autour des années 2010, de manière à ce que ça absorbe encore normalement la chaleur que l'on a. Eh bien, aujourd'hui, on observe que l'océan n'absorbe que 90% de cette valeur du système climatique. Et pire encore, d'ici 2010, il n'arrivera pas à absorber suffisamment la chaleur et on va donc avoir une augmentation qui sera de l'ordre de à peu près 4 ou 5 fois supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que la surface des mers va dépasser très souvent les 26 degrés. Et dès qu'on est au-dessus de 26 degrés, les cyclones vont se former. Et par conséquent, nous aurons ce phénomène qui va évidemment atterrir chez nous. Alors pourquoi ces phénomènes sont extrêmement dangereux? On s'aperçoit qu'ils le sont, d'autant que les malheureuses petites barrières de terre qui peuvent arrêter le cyclone, c'est les Antilles. Et dans les Antilles, il y a des points d'arrivage de ces cyclones. Quand on regarde bien, la Martinique est à peu près au point le plus bas d'arrivée des cyclones qui viennent du Gulf Stream. Donc, par exemple, en Martinique, on s'aperçoit que la fréquence des cyclones est autour de 10 à 12 ans. Tous les 10 ou 12 ans, nous avons un cyclone majeur. Par contre, ce n'est pas le cas de Haïti, ce n'est pas le cas de la République de Saint-Domingue, ce n'est pas le cas de Cuba, ce n'est pas le cas de la Floride, qui reçoivent pratiquement tous les cyclones, parce qu'ils sont en bout de course en réalité. Le cyclone va tourner, va monter, et donc à tout coup, ça va toucher les îles les plus grandes là. Cuba, Haïti, la Floride, et même la Caroline, c'est-à-dire monter plus haut, arriver et aller s'éteindre en quelque sorte sur les terres américaines. On a observé aujourd'hui des cyclones qui arrivent pratiquement, si j'ose dire, aux portes de l'État de Washington, aux portes de Washington, alors qu'avant, on n'observait pas ces phénomènes. Il y a une espèce d'emballement dû au fait que le réchauffement planétaire a dépassé les 1,5 degré que l'on prévoyait sur ces années 2000-2020. Et aujourd'hui, les émissions dites à effet de serre sont de plus en plus élevées et les climatologues n'arrivent même pas à expliquer cette espèce d'emballement des températures. La température des océans donc, va dépasser toutes les prévisions. Par exemple, cette année, savez-vous que tous les jours, tous les records ont été battus l'année 2023. Tous les jours. C'est-à-dire que si, je donne une date, la date d'aujourd'hui, 25 ou 26 mai 2023, eh bien 26 mai 2024, la température des eaux de mer est supérieure à celle du 26 mai 2023. Chaque jour, toutes les prévisions font que les météorologues sont, si j'ose dire, étonnés de voir qu'il y a un véritable emballement du phénomène. Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. On va revenir tout à l'heure. Donc, les océans n'étaient pas censés atteindre cette température aussi élevée avant une vingtaine d'années, mais dès aujourd'hui, on les a. Alors, il faut se rappeler que les accords de Paris essayaient de faire en sorte que l'on limite les effets de serre, parce que l'atmosphère constitue en quelque sorte une serre, que ces effets-là soient diminués. Les océans étaient censés constituer en quelque sorte le régulateur de la température. Eh bien, ce n'est pas trop le cas, parce que malgré la quantité d'eau que représentent les océans, eh bien, ça ne suffit pas aujourd'hui à limiter l'effet de serre sur la Terre et par conséquent, la température des eaux de surface de la mer et donc la formation des cyclones. Les courants marins atlantiques qui régulent l'ensemble de notre climat donc se dégradent. Du Mexique à l'Australie, les récifs coralliens eux-mêmes perdent leur couleur et meurent. Les récifs coralliens, ce sont en fait des organismes vivants en quelque sorte, donc participent du vivant, un peu comme un arbre. Eh bien, ce n'est pas des roches qui sont au fond de la mer, c'est vraiment des organismes vivants. Eh bien, ils meurent. L'océan, qui est le berceau de la vie, est en train de bouillir, tout simplement. Et nous assistons d'un autre vivant à l'extinction de masse qui était prévue si les choses n'avaient pas été changées, si on n'avait pas essayé de mettre en place donc, tout un tas d'accords sur les effets de serre. Eh bien, ce à quoi on assiste dès à présent ressemble déjà à ce qu'on avait prévu d'ici une cinquantaine d'années. Donc, il faut donc se dire que nous sommes vraiment devant un risque absolument
permanent qui est celui du réchauffement climatique. Chaque année, des millions de personnes donc fuient déjà les incendies. On a vu ça par exemple l'an dernier au Canada, ou beaucoup, ou même sous la tour, même là où il fait moins 40 degrés. Dès que les températures augmentent un tout petit peu, dépassent les 0 degrés, les feux reprennent. Donc les gens sont obligés de fuir. Il y a à la fois les famines que ça va occasionner, puisque les récoltes des fois sont brûlées, et y compris bien entendu des situations qui sont des situations qui ne font qu'empirer. La crise climatique donc, va bouleverser à la fois le reste de nos vies, au même titre pour nous que pour la flore et la faune. La NOAA, c'est-à-dire l'administration américaine chargée de l'étude des océans et de l'atmosphère, dont dépend le National Hurricane Center, ce que nous connaissons bien, le NHC de Miami, qui donne les cyclones, a publié les jours derniers des prévisions pour la saison cyclonique 2024. Alors, comme tu as un deuxième tableau, tu vas le montrer. Les tempêtes tropicales qui sont prévues pour cette année seraient de 23 selon un organisme qui s'appelle Colorado State, 23 pour l'autre organisme qui suit. AccuWeather propose autour de 20 à 25 tempêtes. La suivante aussi 25 tempêtes. Donc, en moyenne, les données moyennes qu'on avait entre 1991 et 2020 étaient de 14,4. Donc, on est passé de 14,4 à autour de 20-23. Vous voyez? Ça, c'est pour les tempêtes tropicales. Pour les ouragans, tels que prévus pour cette année, on a prévu à peu près, on va dire, autour de 11 ouragans. On était à 7,2 entre 1991 et 2020. Vous voyez les chiffres du tableau? Tout le monde arrive à les lire? Donc, on a à peu près 7,2 de données moyennes qui étaient entre 1991 et 2020. Et aujourd'hui, nous sommes déjà autour de 11. Enfin, pour finir, les ouragans majeurs, c'est-à-dire les vrais cyclones, ceux que nous connaissons, de style 3, 4, 5, par exemple David, Hugo, des choses comme ça, seront de l'ordre de 5. Ils étaient de 3,2. Donc cette année, on devrait avoir à peu près 5 cyclones de ce type-là dans la Caraïbe. On devrait avoir une dizaine d'ouragans, on devrait avoir à peu près 23 tempêtes tropicales. Donc ça, c'est pour la période qui vient là, sur les 5 ou 6 mois qui viennent. Par conséquent, comme on dit chez nous, marrez-nous, hein, parce que de toute évidence, on ne va pas louper. La saison cyclonique 2024 est une saison qui va être particulièrement active, et ce sera une saison aussi vraiment dangereuse pour l'ensemble de nos îles. Et particulièrement, je le répète, pour les îles qui sont les plus au nord, c'est-à-dire celles qui sont aujourd'hui l'île d'Haïti avec sa voisine collée, la République dominicaine, l'île de Cuba, où les choses vont se passer, à mon avis, dans ce style-là, où on va voir à peu près 4 à 5 ouragans majeurs ou cyclones. Okay? On va avoir une dizaine d'ouragans de classe 3 et puis on va avoir des tempêtes tropicales, une vingtaine. Quatrième risque majeur, c'est le tsunami. Le tsunami, c'est après une secousse sismique, type Haïti, type au Japon, etc., eh bien, les populations sont dans grave péril. Les populations vivant le long des rivages sont en péril parce que il se forme une espèce de vague et cette vague-là va toucher les côtes. Et ce sont des vagues qui ont, par exemple, des altitudes, on va dire, de 10, 15, 20 mètres de hauteur par rapport à ce que l'on connaît. C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes debout face à un mur d'eau qui fait à peu près une vingtaine de mètres. De toutes les manières, il y a beaucoup d'images que chacun a vues. Par exemple, lors du tsunami au Japon, après l'accident nucléaire qu'il y a eu, on a beaucoup de ces images. On voit que toutes les populations au bord des rivages sont susceptibles d'avoir des tsunamis. Nous notons que nous-mêmes, nous vivons donc dans un petit espace clos. Alors, on s'est intéressé à la partie extérieure de l'océan Atlantique, mais nous, dans l'intérieur de nos mers, là, c'est-à-dire entre le Mexique et nous, donc à l'intérieur de la carte, la première carte qu'on avait. Eh bien, là aussi, des ouragans peuvent naître aussi. On peut avoir des ouragans qui sont à l'intérieur même. Ce n'est pas forcément tous venant de
de l'océan Atlantique, mais aussi les tsunamis qui peuvent apparaître là. Parce que là aussi, la mer est un peu emprisonnée, donc elle cherche, si j'ose dire, une voie de sortie ou comment déverser toute son énergie, et elle peut créer donc des tsunamis. Donc, par exemple, sur la côte de Martinique, Saint-Pierre jusqu'à Fort-de-France, tout ça, ce ne sont pas des zones qui sont à l'abri par rapport à la zone de l'autre côté où il y a le Robert, etc., etc. Pareil pour Haïti, les zones qui sont protégées parce qu'il y a à côté des terres, ça ne veut pas dire que du côté de Port-au-Prince, du côté de Jérémie, du côté, etc., on ne peut pas avoir de tsunami. Le tsunami est aujourd'hui dû en fait à la montée des eaux. Or, aujourd'hui, sans qu'on n'aille plus qu'on fasse plus les savants que ça, on le sait, les îles sont toutes susceptibles aujourd'hui d'être atteintes par la montée des eaux du fait même de la fonte des glaces, la fonte des pôles. Alors, une mauvaise nouvelle que nous avons eue cette semaine, l'équivalent de 511 milliards de barils de pétrole ont été découverts en Antarctique, c'est-à-dire la partie au nord de la carte, le pôle Nord. Et dans l'Antarctique, qui c'est qui découvre ça? C'est la Russie de M. Poutine. 511 milliards de barils de pétrole, ça représente le double des réserves connues de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la plus grande réserve de pétrole du monde. L'autre grande réserve de pétrole est au Venezuela, on le sait. On dit aussi que dans la Caraïbe, il y a du pétrole. Enfin, ça, en tout cas dans le golfe du Mexique, il y a du pétrole, c'est évident, puisque les États-Unis utilisent ce pétrole-là. Mais aujourd'hui, 511 milliards de barils de pétrole qui seraient sous l'Antarctique, eh bien, ça donne à la Russie que nous voyons aujourd'hui en guerre contre l'Ukraine, ça lui donne une puissance de feu extraordinaire. Alors que beaucoup se battent contre les énergies fossiles, eh bien, la Russie a une arme supplémentaire si elle a 511 milliards de barils de pétrole sous les pieds. Sauf que le fameux, il y a en fait, comment on dit ça, il y a une convention internationale qui porte sur le fait que les pôles sont intouchables. Donc, on ne devrait pas normalement exploiter ce pétrole-là. Mais rien ne dit qu'il ne sera pas exploité. Donc, la crainte serait effectivement qu'on exploite le pétrole que l'on vient de détecter sous la banquise. Et ce faisant, donc faire fondre en plus encore la banquise qu'elle ne fond déjà. Donc, on va avoir, donc, pour nous, les petites îles, alors, si ça n'intéresse pas la Russie de savoir où va l'eau fondue des glaces, ça nous intéresse nous, parce que nous, les îles, on va avoir la montée des eaux. Les gens qui vivent aujourd'hui le long des mers, le long des plages, c'est vrai en Martinique, c'est vrai en Haïti, c'est vrai partout. Vous allez voir que la mer a au fur et à mesure occupé les plages que nous connaissions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pieds des cocotiers sont rongés par l'eau de mer. Il n'y a plus beaucoup de plages. Par exemple, je prends le cas, j'allais me baigner très souvent à Chefchaouen. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de plages. La mer est vraiment au pied des premières habitations. Et c'est partout vrai en Martinique. Au Prêcheur, où il y a eu un tsunami il y a déjà une bonne vingtaine d'années, je me souviens, j'étais journaliste pour ATV et il y avait du sable partout dans les maisons, enfin, etc. Ça avait fait un truc considérable. Et là aussi, c'était lié simplement à une montée des eaux. Donc là aussi, c'est un risque majeur. Il faut donc presque aujourd'hui faire en sorte que les populations n'habitent plus le long des plages, que les populations habitent suffisamment au retrait des plages pour pouvoir être protégées en cas de tsunami. Le cinquième des risques majeurs dont je veux vous parler, c'est l'inondation. Alors, les crues, les précipitations abondantes, les brusques saisons de pluie que nous ne connaissions pas, tout cela est aussi à l'origine de déplacements de population qui sont implantés soit par nécessité le long ou à côté des cours d'eau, soit même dans le lit des rivières. Parce que les populations se mettent à côté des rivières, c'est plus pratique, par exemple, pour avoir de l'eau, pour fonctionner. Donc, elles se mettent le long des rivières. Eh bien, aujourd'hui, les crues, les précipitations abondantes vont rendre les populations, vont fragiliser les occupations de terre que les populations ont faites le long des crues et des rivières. Les ravines mal curées, et c'est beaucoup le cas en Haïti. Nous avons vu ça surtout après le tremblement de terre de 2010-2011 où nous sommes allés. Les ravines mal curées, les forêts mal entretenues, du fait de l'amoncellement de branches, de déchets végétaux, qui constituent donc des barrages où lorsque l'eau va pouvoir s'accumuler, vont brutalement se rompre et donc vont dévaster toutes les zones en aval, toutes les zones qui sont dans la vallée. Et par conséquent, là aussi,
le risque de l'inondation est un risque qui est de plus en plus évident. Je suis en France et depuis à peu près 4 ou 5 mois, je suis étonné de voir que des zones que je connaissais, j'ai fait mes études à Amiens, donc j'ai fait mes études, bon, on va dire, dans une zone où il y a, c'est vrai, un fleuve qui s'appelle la Somme. Mais enfin, quand même, le nord de la France aujourd'hui est tout le temps en situation d'inondation. Au sud de la France, il y a des inondations. Partout, des inondations. J'ai vu aujourd'hui des images de Martinique où il a plu, où sur l'autoroute, il y avait là aussi de l'eau à hauteur du plancher des véhicules. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que même quand il y a des canaux prévus pour écouler les eaux, ça ne suffit plus parce que quand les averses se font, elles sont si fortes, si extraordinaires, qu'elles empêchent effectivement un écoulement normal. On a eu récemment d'ailleurs un autre exemple, c'est à Dubaï, où on a vu une ville où on n'avait pas prévu, puisque ce n'est pas vraiment une ville où il pleut, on n'avait pas prévu des canalisations type Paris, égouts, type Londres, type les grandes villes du monde que l'on connaît, où on a commencé par fabriquer des égouts, tout ça, surtout que tout ça est fait autour de grands fleuves, comme par exemple ici à Paris, c'est la Seine, mais à Londres, il y a la Tamise. Donc, ils ont prévu comment écouler des eaux. Là, à Dubaï, non. Eh bien, à Dubaï, l'autre jour, il y a moins de mois, nous avons vu une pluie absolument phénoménale. Il a plu l'équivalent de ce qu'il aurait dû pleuvoir pratiquement sur une année. Il a plu ça en 24 heures. Donc, pendant 24 heures, les avions n'ont pas pu décoller, la ville a été inondée, etc., etc., etc. Donc, ce risque existe, c'est celui d'inondation. Les agglomérations qui s'entassent, où les populations ne bénéficient pas d'un système efficace de ramassage d'ordures, sont aussi en situation de grand risque. Et c'est le cas beaucoup en Haïti, puisque en Haïti, le problème du ramassage des ordures vient en plus compliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit les ravines, soit les rues elles-mêmes, soit même tout simplement les caniveaux. Je suis allé au Ghana, un grand pays. Les caniveaux sont à ce point insipides, voire inexistants, si j'ose dire, que comme nous qui sommes un peu habitués à ça, on se dit, mais s'il pleut, ça va tout de suite donner un tas de ce qu'on appelle chez vous le fatras, c'est-à-dire la poubelle va se retrouver dans la rue parce que ça va être charrié simplement par l'eau. Donc, dans ces agglomérations, les ordures ménagères qui ne sont pas ramassées, tout cela, à cause des fortes pluies, occasionne donc la montée des eaux dans les ravines, dans les rivières, dans les caniveaux. Et je le disais, c'est l'exemple le plus frappant, c'est bien le fatras ici. Voilà pour les 5 grands risques que l'on a. On va voir les corollaires un petit peu plus tard. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après ça? C'est ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire un terme savant qui veut dire l'atténuation de la peine. Comment rendre moins catastrophique un risque majeur pour la population? Pour le rendre moins, si j'ose dire, moins catastrophique, c'est par l'information, la prévention, la préparation face au danger. Par exemple, je prends le cas de Cuba. Cuba a organisé résolument des brigades. Ce sont des hommes, ce sont des gens, ce sont des quartiers qui sont organisés et prêts à venir au secours des populations, voire à les faire se déplacer en très grand nombre en cas de possibilité annoncée d'un phénomène cyclone, par exemple. Par exemple, à Cuba, ils sont capables de déplacer 3-4 millions de personnes en 24 heures. Parce que tout ça est déjà préparé. Donc, il faut se préparer par rapport à ces risques-là. On ne pourra pas éviter les risques, mais en même temps, il faut se préparer. C'est ça la mitigation. En Martinique, donc, des simulations, par exemple, aux risques sont pratiquées au niveau des écoles, des communes, de l'île tout entière. Il y a une semaine dite semaine du risque, où pendant une semaine, on informe la population des risques. Mais c'est vrai que nous aussi, on a participé beaucoup à ça. C'est pas toujours évident. J'ai vu, par exemple, un matin, on a fait une simulation au risque à l'église de Sainte-Anne en Martinique, qui est une toute petite commune, avec une église qui fait à peu près, je veux dire, 200 personnes, 300 personnes. Alors, comme on n'a pas averti les gens qu'il y avait le risque, parce que s'il y a en cas de cyclone ou en cas de tremblement de terre, tu peux avertir tout le temps, et surtout en cas de tremblement de terre, donc les gens ne étaient pas avertis, ils sont à l'église, et puis, brutalement, les sirènes de la municipalité sonnent, il est donc 6h moins le quart, enfin 1h X du matin pendant la messe, et il s'agit immédiatement de se précipiter dehors pour sortir du bâtiment. Eh bien, c'est là qu'on a vu que les chrétiens ne voulaient pas sortir de l'église. Ils ont dit, comment, mais c'est un truc pour faire semblant. Voilà comment les gens, des fois, prennent la partie de la mitigation qu'on essaye de mettre en place. C'est-à-dire expliquer aux gens
qu'ils sont en situation de catastrophe, ils sont informés et qu'il faut s'habituer, il faut prendre l'habitude de. Au Japon, par exemple, les enfants, dès qu'il y a les sirènes telles qu'ils se mettent sous les tables, ou bien ils sortent rangés, enfin bref, il y a une organisation qui doit être mise en place. Et c'est ça la manière de mettre en place une forme de mitigation qui permet effectivement de, en quelque sorte, diminuer la douleur que va occasionner un risque majeur quelconque, que ce soit le cyclone, que ce soit le tremblement de terre, que ce soit l'inondation dont on a parlé à l'instant. Donc, toutes ces simulations doivent exister. Alors, je signale aussi une petite chose et je le referme immédiatement. En Martinique, le préfet de Martinique possède à peu près 50 000 sacs pour mettre des morts, des gens qui vont mourir, comme on a vu en Haïti. S'il y a quelqu'un qui est prêt en Martinique, c'est le préfet. Les Martiniquais ne sont pas prêts, le préfet est prêt. En cas de tremblement de terre, en cas de séisme majeur où il a 50 000 morts, il sait où les mettre. Les sacs sont stockés aujourd'hui dans une des casernes qui se trouve à Gerbeau, là, quand on monte le monde, là. Et donc les sacs sont là et ils sont vérifiés, tout est là. Il y a une organisation pour faire ça. L'armée française est prête à faire ça, mais pas les Martiniquais. Donc la mitigation doit porter sur ça. Il faut préparer les populations au risque. La préparation doit être aussi au niveau des postes de secours, comme par exemple l'alimentation, l'eau, la nourriture pour les hommes, pour les animaux, des ustensiles, des médicaments de premier secours. Tout ça doit être prêt. Parce qu'il ne faut pas oublier que la meilleure protection contre cyclones et autres risques, c'est la préparation. Nous avons participé nous-mêmes avec d'autres, y compris le docteur Chalon qui est disparu la semaine dernière. Nous avons participé à des phénomènes qui étaient des phénomènes post-cycloniques et post-catastrophes. Donc, on est allé, et c'est à ce moment-là que nous avons préparé les conteneurs. On les a préparés au stade de Dillon, à Fort-de-France. Ça nous a pris 15 jours pour préparer les conteneurs. Pendant 15 jours, là, les Haïtiens mouraient de faim. Donc, on n'était pas prêts. En réalité, il aurait fallu prépositionner ces conteneurs en Haïti, sachant la situation d'Haïti. Il aurait fallu que les conteneurs soient déjà en Haïti, qu'il y ait cyclone, qu'il n'y ait pas cyclone. Par exemple, là, on est au mois de juin, il aurait fallu que les organisations d'aide en Haïti amènent les choses dès aujourd'hui en situation normale. Et donc, on a dédouané les conteneurs, on les a sortis, on les a stockés. À la limite, on attend. C'est ça la mitigation. On attend. On se prépare. Or, nous ne nous préparons pas. Nous venons après. Bon, je veux encore dire une autre chose. Donc, toujours pareil avec ça. Nous avons développé d'autres types de problématiques qui sont celles du parasismique ou du paracyclonique. On a essayé de développer, après la catastrophe de 2010, une table parasismique. C'est-à-dire que nous sommes allés faire des essais pour faire tomber une poutre de 2 tonnes sur une table scolaire, parce que les tables scolaires, vous les prenez là, les tables que vous avez là. Si vous faites tomber une poutre dessus, comme c'était le cas pendant le tremblement de terre de 2010, la table va s'effondrer, va écraser les élèves. Donc, on a organisé avec un certain nombre de techniciens de haut niveau, nous avons monté une table que nous avons fait évaluer par des tests par un institut de résistance des matériaux de Bordeaux. Nous avons donc monté une table parasismique. Ça nous a coûté très cher. Donc, il s'agissait en réalité, aujourd'hui, à travers un financement, qui était d'ailleurs un financement européen, mais aussi une partie de la région Martinique, d'équiper déjà ne serait-ce que nos écoles de Martinique de ces fameuses tables, à défaut déjà que tous les bâtiments de Martinique soient déjà des bâtiments parasismiques. Eh bien, nous avons eu toutes les peines du monde à essayer de convaincre les collectivités territoriales de payer les 80 € par table qu'il fallait pour une table qui coûte plus de 200 et quelques euros, hein, par table qu'il fallait pour qu'ils puissent équiper les écoles qui ne pouvaient pas être encore sur des acides parasismiques, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le président Marie-Jeanne de l'époque avait fait l'effort de nous écouter un tout petit peu et de monter un certain nombre d'écoles sur des appuis parasismiques. Donc, à défaut déjà que ce soit l'école elle-même qui soit en parasismique, que ce soit déjà au moins les tables, de manière à ce que les élèves puissent se réfugier sous la table en cas de tremblement de terre. Eh bien, rien n'a fait. On n'a rien fait. On n'a pas su vendre plus que 5, 6, 10 tables. On a vendu des tables à des gens qui étaient intéressés comme ça, mais pas des classes, pas des élèves. Or, ces tables existent. Donc, je pense que, et je donne juste une petite parenthèse, et là aussi je la referme, ces tables parasismiques pourraient être montées aujourd'hui en Haïti, par exemple à Jacmel,
et faire en sorte que des artisans haïtiens travaillent le métal, travaillent pour monter les tables et équipent au fur et à mesure une école, 2 écoles, 10 écoles, 20 écoles, 100 écoles. Il faut se préparer au risque, atténuer la peine en cas de tremblement de terre. J'ai personnellement accompagné un jeune homme à Paris parce qu'ils étaient dans une école où une poutre lui était tombée sur les bras et il avait eu ses 2 avant-bras écrasés par une poutre de béton. Et quand on était dans l'avion, eh bien, on avait transformé presque l'avion qui allait à Paris pour l'emmener, donc, se faire des greffes, alors qu'il avait déjà passé près de 2 mois en Martinique, à l'hôpital de Martinique, mais il fallait quand même encore le sauver. On l'a emmené jusqu'en France pour faire les greffes. Et aujourd'hui, il est sauvé. Et je vous dis, ce vol-là a été un vol qui m'a véritablement changé la vie quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est pas possible. Le jeune homme était dans une école et il y a eu 16 morts. Il était le seul rescapé de son école. Parce que rien n'était fait, rien n'était préparé. Donc, il faut préparer les gens à ça. Alors, des éléments donc à prendre en compte dans le désordre écologique qui guette nos régions. D'abord, il y a tout ça à quoi, alors, disons, on va mettre ça dans mitigation, globalement, parce qu'il faut se préparer. Mais se préparer, c'est aussi faire en sorte que ce que l'on a déjà comme éléments de résistance aux conditions que nous avons décrites tout à l'heure, et qui sont toutes négatives, hein, les 5 grands séismes ou autres catastrophes majeures que j'ai décrites là, sont effectivement des choses extrêmement négatives. Il faut se préparer. Par exemple, il faut aujourd'hui sauver les abeilles que nous avons. Je signale que le grand physicien Einstein disait, le jour où les abeilles vont disparaître, les hommes vont disparaître. Il faut sauver les abeilles pour qu'elles puissent continuer à polliniser les fleurs, mais aussi les fruits, les arbres. Il faut les sauver, tant en ville qu'à la campagne. Il faut éviter aujourd'hui les pesticides à la campagne. Il faut éviter l'imperméabilisation des sols en ville. Par exemple, ne pas toujours faire tout en béton, tout en goudron. Il faut laisser de la place à des espaces pour que l'eau de pluie qui tombe puisse pénétrer le sol et aller jusqu'à la nappe phréatique. Il faut végétaliser les espaces urbains. Il faut protéger les vers de terre et fertiliser les sols. Il y a même certaines régions aujourd'hui en France où on fait la culture du ver de terre. Donc, il faut faire ça. Comme on fait là. Par exemple, je vois des terrains de football. Pour faire des plaques de terrain de football, on met des plaques de gazon. Eh bien, aujourd'hui, il faut acheter des plaques de ver de terre pour pouvoir fertiliser les sols. Pourquoi? Parce que le ver de terre va aérer le sol. Il va permettre au sol d'être plus fertile. Parce que les sols que nous avons, et surtout en Haïti, la question va se poser tout à l'heure, il faut évidemment s'occuper des oiseaux et de leur migration, les nids d'oiseaux. Savez-vous que, par exemple, Haïti est le refuge d'un oiseau qui était le fameux oiseau siffleur? Alors, il porte un nom, mais je vais vous retrouver le nom tout à l'heure. Cet oiseau siffleur, vient du Canada et il va jusqu'en Argentine dans sa migration normale et il s'arrête en Haïti parce qu'il a pris l'habitude de s'arrêter en Haïti. Mais les oiseaux s'arrêtent toujours au même endroit. Ça, on ne sait pas toujours. Or, si nous coupons tous les arbres, les oiseaux ne vont pas pouvoir s'arrêter en Haïti. Je parle d'Haïti, mais je parle aussi évidemment de l'ensemble de notre Caraïbe, puisque notre Caraïbe ressemble à Haïti. Donc, les oiseaux et leur migration. Il faut reboiser. Et parce que le reboisement va permettre la retenue des sols. Et ce programme, c'est un programme de grande envergure. Je signale qu'en 2014, toujours à l'époque où on était vraiment un peu, si j'ose dire, post-catastrophe en Haïti, ça nous avait tellement marqué que je suis allé un jour rencontrer un commissaire européen qui s'appelait Michel Barnier, qui est un Français. Et Michel Barnier était grand négociateur pour le Brexit à Londres. Et je le rencontre à Paris, mais il me dit, je prends le train. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le train avec lui. Parce que je voulais discuter avec lui. Je voulais lui dire, mais nous sommes en Haïti, il faut nous donner un coup de main. Et il me dit qu'il y a un projet européen pour le reboisement. Et il me dit qu'il faut continuer ça. Et puisque nous faisons la réunion ce soir, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai réappelé, j'ai repris le contact de Michel Barnier. Michel Barnier m'a remis un petit mot en me disant qu'il est très occupé, mais qu'il reprendra contact avec moi, que le projet existe toujours auprès des institutions internationales, les institutions européennes en particulier, pour le reboisement et un programme de grande envergure pour Haïti. Il faut s'occuper de l'eau et du transport de l'eau. C'est très important. La fois dernière, on avait parlé Monora et tout ça. J'ai dit, entre autres projets, on avait un projet un peu fou, quoi, qui était celui de sortir l'eau de ce lac Azuy et de l'amener vers le nord, là où il n'y a pas d'eau. Mais c'est vrai qu'il faut transporter de l'eau.
Parce qu'on transporte bien du pétrole, on transporte du gaz, on transporte des matières dangereuses, on transporte même des matières de fission nucléaire. Donc pourquoi on ne peut pas transporter de l'eau? Pourquoi on laisse simplement des enfants transporter de l'eau dans des seaux d'eau? Il faut transporter de l'eau de manière massive, dans des camions-citernes, dans des trains, dans des bateaux. Il faut transporter de l'eau. Il faut s'occuper des soins aux populations les plus vulnérables, éloignées des centres, à travers un réseau de santé quadrillant tout le pays, des centres de soins et de dispensaires. Barack Obama avait mis le fameux bateau hôpital de la marine américaine après la catastrophe de 2010 dans le port de Port-au-Prince. C'est la chose qui m'a le plus interpellé, pour ne pas dire le plus frappé, la taille du bateau. Si vous êtes les Haïtiens, que vous vous en souvenez, le bateau était... D'ailleurs, on a eu le même phénomène, peut-être que Fred va me donner raison, lorsque le Queen Mary est venu à Fort-de-France. Le Queen Mary était tellement gros que venant de Sainte-Thérèse, on ne voyait que le Queen Mary, on ne voyait même pas Sainte-Thérèse, on ne voyait que le bateau. Donc, pareil pour le bateau d'Obama, on ne voyait que le bateau. Donc, c'était un bateau hôpital. Il faut aujourd'hui, à travers cet exemple qui était donné par l'armée américaine, imaginer que nous puissions mettre en place pour Haïti un bateau hôpital. Parce que le bateau serait donc sur l'eau. Il ferait du cabotage, donc des zones de la frontière avec la République dominicaine tout en haut. Il passerait donc par la pointe nord d'Haïti, redescendrait vers les Gonaïves, redescendrait vers Port-au-Prince, puis irait vers, cette fois-ci, l'autre extrémité, tournerait au Caille, descendrait jusqu'à Jacmel et remonterait. Comme ça, on fait du cabotage autour d'Haïti. Et ce bateau, d'ailleurs, pourrait servir à l'ensemble de la Caraïbe. Le jour où il y a un autre problème dans un autre pays de la Caraïbe, cyclone ou autre, eh bien, on va déplacer le bateau. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux type hôpital La Ménard à Fort-de-France, qui constituent des gros bâtiments fixes, plantés en terre, tout ça, ça existe, mais on ne pourra pas développer ça partout. Il y a, savez-vous, je fais une parenthèse, mais je la referme immédiatement. Savez-vous que l'intérêt de la Martinique dans le tourisme de la Caraïbe, c'est simplement son hôpital et puis son eau. C'est pour ça que la Martinique et la Guadeloupe sont visitées quand même encore par les fameux bateaux américains qui trouvent en quelque sorte leur secours parce que nous avons là des hôpitaux qui sont des hôpitaux de certains niveaux et que nous avons en plus une eau qui est une eau de qualité. Donc, pour pouvoir se ravitailler en eau et surtout soigner les personnes malades sur le bateau, eh bien, on s'arrête encore en Martinique, on s'arrête encore en Guadeloupe. Sinon, on ne s'arrêterait que dans les îles de la Caraïbe où ça coûte moins cher, hein, sauf qu'il n'y a pas d'hôpital là, sauf qu'il n'y a pas avec ça. Donc, des hôpitaux type La Ménard, on ne pourra pas en développer des centaines et des milliers dans l'ensemble de la Caraïbe. Par contre, un bateau hôpital, oui. Je signale qu'en Inde, ce que je dis là est vrai parce qu'en Inde, ils utilisent beaucoup le train. Bon, maintenant, on n'est pas obligé de développer du train pour faire le train. Dans le train, c'est des trains hôpitaux, quoi, en quelque sorte. Donc, les médecins sont dans le train et les médecins vont donc voir les malades. Donc, et par conséquent, les centres de santé qui quadrillent le pays envoient les gens à la date prévue d'arrivée du train. Et comme ça, on prend les rendez-vous. Pareil pour le bateau, si on fait un bateau hôpital. Donc, il faut faire un bateau hôpital. Et ça aurait été vraiment, si j'ose dire, parce que j'ai un certain âge, ça aurait été vraiment le sens de ma vie si je voyais que nous étions arrivés à faire ça. Quand j'ai vu le bateau de Barack Obama, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour Haïti. Bon, alors je suis moi-même dans le transport. J'ai parlé beaucoup la fois passée de transport terrestre. Je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est évident qu'en cas de crise, en cas de catastrophe, il faut que les transports soient efficaces. Si vous n'avez pas de transport, je ne vois pas comment vous pouvez déplacer les populations. J'ai parlé tout à l'heure de Cuba capable de déplacer 4 ou 5 millions de personnes en cas de cyclone annoncé. Ce n'est pas le cas si on n'a pas les routes, si on n'a rien qui va se faire. Alors, d'autres aspects du transport, et singulièrement le transport aérien. Il y a aujourd'hui, puisqu'il y a une folie pour les iPhones, pour les ceci, pour les cela, les grands téléphones, etc. Bon, mais pour faire du téléphone comme ça, là, que vous avez à la main, là, que moi-même que j'utilise, là, c'est un petit téléphone qui vous donne mon image. Pour faire du téléphone, il faut évidemment de la fibre optique, c'est un peu compliqué. Par contre, il existait avant ce qu'on appelle la Citizen Band, la CB. La CB, c'est une chose très simple, très rudimentaire. Et que, si j'ose dire, grâce à la CB, on a eu les premiers contacts en Haïti. Donc, il faut garder tout un secteur d'émetteurs, récepteurs d'ondes de radio
à travers la CB qui permet de parler et d'échanger des informations dans toutes les conditions les plus pires. Ça fonctionne même sur une batterie, vous savez, les batteries de voiture, là, ça fonctionne. Les distances de communication varient selon l'environnement de la CB utilisée. Ça peut aller de 5 à 10 km en voiture, par exemple, mais ça peut aller jusqu'à 200 km. Et on peut même recevoir, parce qu'il y a des CBs du monde, on peut même recevoir des messages qui viennent de l'autre côté de la Terre grâce à la CB. Donc, il faut garder, en quelque sorte, un secteur CB dans des zones aussi sensibles que les nôtres. Il ne faut pas tout effacer comme si il n'y a qu'aujourd'hui que la fibre optique, que ceci, que les paraboles. Non, 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 non. En cas de cyclone-là, les paraboles ne fonctionnent pas. Dès qu'il pleut, les paraboles ne fonctionnent pas. Donc, ce n'est pas les meilleurs moyens. Ils sont modernes. C'est vrai, ça donne des images extraordinaires, c'est vrai. Mais ça ne permet pas, en cas de crise, de sortir de la difficulté. Bon, et puis d'une manière générale, toujours dans le cadre de la mitigation, il faut se préparer au risque, mais se préparer au risque, c'est aussi évidemment partir sur des organisations. C'est tout le problème du tri, les déchets recyclables, réutilisables, les plastiques, les cartons, les emballages, le compost pour l'agriculture. Il faut dès aujourd'hui reprendre l'agriculture. En Haïti, comme on a beaucoup déboisé, mais ça aussi c'est un autre problème qu'il faudrait que l'on développe en quelque sorte. C'est autour de l'idée que la situation économique est telle que l'agriculteur haïtien va gagner 2000 $, et ça c'est des chiffres que j'ai vérifié cette semaine encore. L'agriculteur haïtien va gagner 2000 $ à faire du charbon, donc à couper des arbres et faire du charbon, qu'il va à peine gagner 500 $ par an s'il fait de l'agriculture, c'est-à-dire s'il fait des ignames qu'il va essayer de vendre sur le marché. Donc vous pensez bien qu'avec 2000 $ par an, si je divise par 10, ça va faire 200 $ par mois. C'est pas beaucoup, mais ça ressemble déjà un peu à un salaire moyen haïtien. Il préfère faire du charbon que de faire de l'agriculture. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, la partie économique a pris le pas, ou en tout cas l'économie immédiate a pris le pas sur toute la partie nécessité absolue. On fait du charbon parce que bon, c'est avec ça qu'on fait cuire du manger, c'est avec ça qu'on… En fait, toute l'énergie est basée autour du charbon. Mais du coup, on a déboisé le pays. Et il se trouve aujourd'hui que des chiffres absolument alarmants donnent les cartes que nous allons voir tout à l'heure. Et je te demande peut-être de nous mettre la carte, la fameuse carte là. Monsieur Norris, pour Monsieur Norris, qui est donc un spécialiste haïtien, l'abattage des arbres contribue à détruire l'équilibre de l'écosystème. Un arbre est un point d'interaction entre différentes ressources. À travers ses racines, il retient le sol, il joue aussi un cycle. Voilà, cette image est extrêmement parlante. Alors, ce que vous avez là, qui est complètement déboisé, c'est Haïti. Ce qui est vert là, c'est la République dominicaine. Je fais exprès un petit silence, vous avez compris? Donc, les Dominicains, ça c'est leur république avec leurs frontières que vous avez là. Ce qui est complètement déboisé, c'est Haïti. Ce qui est à peu près en vert là, c'est la République dominicaine. Voici ce à quoi on a abouti. À force de déboiser, on a abouti à un ravinement complet des sols. Les sols n'ont plus aucune valeur pour faire de l'agriculture. Donc aujourd'hui, la même personne qui a déboisé, mais en même temps, elle s'est empêchée de faire de l'agriculture. Elle ne peut pas faire de l'agriculture sur des sols comme ça. Alors je signale aussi que l'habitat aussi a une part dans ça. Parce que pour faire les fameuses maisons, comme on dit chez nous, en bois tiboum, c'est-à-dire des bois qui sont relativement pliables encore quand ils sont jeunes. On coupe les arbres quand ils sont jeunes. Et à ce moment-là, il n'y a aucune chance que l'arbre ne vieillisse jamais, que l'arbre ne donne de nouvelles pousses. On les a coupées dès qu'elles sont jeunes pour pouvoir faire de l'habitat, pour faire les toits de chaume, pour faire ceci, pour faire cela. Donc aujourd'hui, le problème de l'arbre se pose de manière criante en Haïti et par conséquent, ça va augmenter un risque majeur qui est l'inondation, qui est le ravinement. On ne cultive pas en terrasse comme on cultive par exemple en Asie, où on fait du thé, en Inde où on fait du thé, on cultive en terrasse. Là, on cultive le long des lignes de la pente. Alors, je ne donne pas de leçons aux Haïtiens, parce que je leur dis qu'en Martinique, nous avons mis en place, après la canne, puis après le café, alors là aussi, ce sont des plantes absolument dévastatrices. Nous avons mis en place une troisième plante encore plus dévastatrice, la banane. Pourquoi? Parce que la banane, c'est la plus grande herbe du monde. C'est une herbacée.
C'est rien d'autre qu'une herbe. C'est la plus grande herbe du monde, la banane. Sauf que la banane a une espèce de parapluie qui constitue ses feuilles, qui empêche à l'eau de toucher le sol. Donc, l'eau va aller directement dans les rigoles. Et quand vous allez dans les plantations du Gros Morne, quand vous allez dans les plantations du nord de Martinique, vous allez voir des choses très organisées, avec des gens qui ont eu l'intelligence, et c'est des béquets, hein, c'est des cons. Pardon, j'ai rien dit. Ces gens-là ont organisé des rigoles pour que l'eau aille, l'eau de la pluie ou l'eau de l'arrosage, tomber sur la feuille du bananier, qui est imputrescible, qui ne peut pas être traversée, et donc l'eau ne touche jamais le sol. L'eau ne va donc pas à la nappe phréatique. Et si le peu d'eau qui va à la nappe phréatique va emmener à la nappe phréatique justement les résidus de leurs pesticides, et par conséquent va polluer la nappe phréatique. Tout le restant va dans des traces que l'on fait. Et les traces sont même payées par l'Europe. Donc nous sommes en situation où nous assassinons nos terres, nous assassinons nos pays. Nous ne sommes pas en situation de mitigation. La mitigation, c'est préparer au risque. Nous sommes en contravention du risque, si j'ose dire. On fait le contraire de ce qu'il faut faire. Donc c'est un des problèmes qui se posent. Alors tout à l'heure, je cherchais le nom de l'oiseau. L'oiseau en Haïti s'appelle la grive de Bricknell. C'est un oiseau migrateur, chanteur, qui se reproduit dans le nord du nord des États-Unis, et on estime que 90% de la population mondiale hivernale hiberne sur l'île, la population mondiale hiberne sur l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire la vôtre, sur Haïti, où la perte de l'habitat en cours est un problème grave aujourd'hui. Le fameux oiseau chanteur du poète haïtien qui s'appelle Anthony Fels aura disparu lui aussi, après le chien d'Anthony Fels. Puisqu'on parle de chien, petite chose toujours dans la mitigation qu'il faut faire. Il faut choisir une race de chien de chez nous. Le fameux chien toujours de Anthony Fels, le chien de l'Indien. Et il faut élever ce chien-là, il faut l'éduquer, il faut le dresser. En cas de cyclone, en cas de tremblement de terre, surtout en cas de tremblement de terre, parce qu'on a vu ça en Haïti, pour éviter d'attendre sur la colonie de chiens venant de la brigade de Toulouse, de Montpellier, ou je ne sais pas quoi, de France là, qui va prendre l'avion avec des chiens qui vont arriver 5 jours après la catastrophe, pendant que les gens seront déjà morts sous les gravats. Il faut que nous ayons nos propres chiens, et nos propres chiens dans des chenilles. Alors là encore, c'est une petite idée que je donne, de même que pour la table parasismique tout à l'heure, nous pourrions commencer un élevage de chiens. À Jacmel, par exemple, Jacmel, son université US, donner l'exemple. Un élevage de 50 chiens, pas des chiens pour faire des chiens, comme ici, il y a les gens qui achètent des chiens. Les Martiniquais, les Martiniquais. Je suis obligé de parler des Martiniquais, je suis de Martinique. Les Martiniquais ont une espèce de machin, ils vont chercher des chiens de race européenne, des chiens qui ne supportent pas la chaleur. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai gardé mon col roulé, leur truc là, parce qu'en fait, je ne suis pas habitué de chez eux. Il fait trop froid pour moi ici. Eh bien, pareil, leur chien vient chez nous, leur chien a chaud. Leur chien a trop de poils pour vivre chez nous. Chez nous, nous avons ce qu'on appelle le chien fer. Le chien fer a un flair particulièrement efficace. Il peut être dressé pour chercher les gens sur les décombres en cas de tremblement de terre. Il ne faut pas dire j'élève un chien fer pour élever un chien fer. J'élève un chien fer parce qu'il va participer à la mitigation. En cas de catastrophe, il va soulager la douleur. C'est ça le problème. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos à la fois des risques majeurs et de la mitigation. Mais il y aurait tellement à dire sur les problèmes de forêt tropicale. Alors je voudrais dire une dernière chose, c'est à propos de l'eau, c'est très important tout de même. Alors j'ai pris une bouteille de coca, c'est pas la bonne, hein, c'est une bouteille d'1 litre. J'aurais dû avoir une bouteille de 2 litres. Pour vous dire que le bouchon de la bouteille de coca que je viens de, vous voyez avec mon petit bouchon là maintenant, le bouchon de la bouteille de coca représente l'équivalent de ce qu'en proportion il y a de l'eau douce sur la terre. Et la bouteille de coca de 2 litres là représente l'équivalent des eaux salines, c'est-à-dire des mers. Là aussi, je fais silence. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, l'eau douce, l'eau qu'on boit, l'eau avec laquelle on fait la vaisselle, on se baigne, tout ça. L'eau, la belle eau. C'est vraiment une richesse extraordinaire. Ça ne représente que le bouchon de la bouteille de coca et le restant, c'est l'eau de mer. Donc, ce n'est pas avec l'eau de mer qu'on se baigne, sauf quand on va à la mer juste pour prendre un peu de mer. Ce n'est pas avec ça qu'on se baigne, ce n'est pas avec ça qu'on fait la vaisselle, ce n'est pas avec ça qu'on fait à manger. On fait à manger avec de l'eau douce. Donc, il faut protéger l'eau. Il faut protéger l'eau, il faut protéger l'eau, il faut protéger l'eau. Je ne sais pas comment dire ça, mais il faut protéger l'eau. Alors, il y a un grand hydrologue
qui vient de mourir. Il est mort au mois d'avril 2024. Je vous cherche son nom, parce qu'il est français, mais je ne suis pas capable de tout retenir maintenant. Je suis devenu trop vieux pour tout ça. Il s'appelle, je vais vous dire son nom. Je l'ai mis là pour exprès, je l'ai mis en bas de note. Le monsieur s'appelle, c'est pas vrai, comment je ne le trouve pas? Je l'ai mis à l'instant. Il s'appelle, voilà, il s'appelle, non, ça c'est l'ingénieur, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Voilà, il s'appelle Guillain de Marcilly. Il était né le 18 octobre 1939 à Fontevielle, dans les Bouches-du-Rhône. Il est mort le 21 avril 2024, donc il y a exactement un mois. Il est mort à Paris. C'était un universitaire français spécialisé en hydrogéologie. Il a dit une chose absolument essentielle et qu'il faut retenir. Le petit bouchon de la bouteille de coca que je vous ai montré là, c'est donc l'eau douce qu'il y a sur Terre. Il a dit que ça là, même dans des milliards d'années, on aura toujours ça. L'eau douce ne va donc pas disparaître. Le seul souci que nous avons, et nous l'avons vu lorsque nous avons fait la conférence précédente, c'est que la population mondiale va augmenter à peu près 2 milliards d'ici 12 ans, d'ici 13 ans, d'ici 14 ans. On aura 1 milliard d'individus de plus. Donc, on aura 1 milliard d'individus de plus sur le bouchon de la bouteille de coca. Par conséquent, il nous faut donc trouver la bonne stratégie pour que cette eau-là, qui participe de la grande machine thermique qu'est l'univers, que nous avons, que nous devons protéger, où l'eau va tomber de la pluie, va aller à la mer, va être évaporée, va remonter dans les nuages, puis va retomber, puis va être évaporée. Cette eau-là qui ne va pas disparaître, selon M. Guillain de Marcilly, et il a raison, M. Guillain de Marcilly a expliqué, ne vous affolez pas, c'est pas ça qu'on va manquer. Par contre, si nous la polluons de trop, eh bien, nous allons perdre. Parce que finalement, ça va se mettre dans l'eau de mer, mais les conditions de salinité aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus salé, les conditions de salinité de l'eau de mer ne vont pas permettre une évaporation suffisante. Donc, en fait, c'est nous qui allons faire perdre la quantité que nous avons, qui est une quantité magique. C'est celle du moteur, que constitue un moteur thermique, que constitue l'univers, et qui est censé donc fonctionner normalement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne veux pas faire le trop savant. Les 2 dernières photos, c'est les photos du journal France Antilles qui titrait jeudi 30 mai dernier. Le journal France Antilles titrait « Sur l'eau, une ressource à préserver ». Alors, ce n'est pas moi qui ai dit ça en France Antilles, vous voyez. France Antilles a raison. La petite rivière, la petite photo d'à côté, alors si tu peux leur montrer la photo d'à côté montre effectivement une petite source, comme on en a dans nos pays, hein, en Haïti comme ailleurs. Et ces sources-là donc, font tomber de l'eau toute la journée. Alors, c'est la même eau de M. de Marcilly. C'est-à-dire qu'elle n'est pas perdue, même quand elle n'est pas prise tout de suite dans un seau et qu'on ne l'a pas mise dans une bouteille, même si on n'a pas un robinet pour fermer l'eau. Parce qu'en fait, elle va aller à la mer. Puis, normalement, la machine thermique de l'univers va la faire remonter au nuage et va la faire redescendre. Dernière chose. À titre personnel, vraiment à titre personnel, il y a à peu près 3 mois, j'ai écrit au président de la République de France, M. Macron. Je lui ai écrit. De même que j'ai envoyé une lettre enfin pas, il y a des gens à qui j'écris pas, mais j'ai écrit par exemple à la députée européenne du groupe LFI, qui est venue en Martinique, la petite Marion, je ne sais plus son nom. Bon, je leur ai écrit pour leur dire qu'il faut transporter de l'eau. La question du transport de l'eau, qui est une question qui m'interpelle. En leur disant, c'est précisément ça. Il faut participer à aider la nature, à faire en sorte que nous puissions faire continuer à fonctionner cette machine thermique, qui est celle de la nature, où l'eau va du haut de la forêt vers nos canalisations, puis ensuite vers la mer, puis ensuite elle remonte, puis etc., etc. Donc je leur ai écrit pour leur dire, transporter de l'eau. Pourquoi? Parce que les nuages que nous avons là, sur notre tête, constituent des fleuves. Ça ne représente que, justement, l'équivalent du bouchon de la bouteille de coca que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le bouchon, le truc de la bouteille de coca là, il faut tout le temps essayer de la remplir. C'est pas beaucoup. La mer, c'est ça. La mer, c'est la bouteille de coca. Et l'eau douce, c'est ça. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse effectivement faire ça marcher là, cette petite partie-là. Donc, je leur ai écrit pour leur dire qu'il faut transporter l'eau, en leur donnant un exemple très simple, qui est celui des politiques martiniquais, des hommes politiques martiniquais, des années 1950, qui, à partir d'une seule rivière qui existe en Martinique, qui s'appelle la rivière Capot,
Alors, pour nous, les Martiniquais, on appelle ça la capote. Mais les Français ont appelé ça la capote. Bon, le Capot. Donc, la rivière Capot, en Martinique, qui est au Lorrain. Le Lorrain est au nord de la Martinique. À partir de la rivière Capot, on est arrivé à amener de l'eau jusqu'à Sainte-Anne. Sainte-Anne est à l'autre bout de l'île, tout au bout, grâce à des canalisations. Les canalisations sont sous terre. Ce n'est pas aujourd'hui la technique qu'il faut employer. Il faut sortir les canalisations de la terre pour les mettre à l'extérieur. Pourquoi? Parce que pour 1 litre d'eau que l'on a récupéré à la rivière Capot, on va avoir seulement au robinet à peu près 400 millilitres. Donc, on aura perdu 600 millilitres en route. On les aura perdus dans les jonctions des tuyaux, on les aura perdus dans des tuyaux pourris, on les aura perdus dans des tuyaux percés. Donc, il faut aujourd'hui sortir les tuyaux de terre et faire en sorte qu'on voit les tuyaux, de manière à ce qu'on puisse les réparer et qu'on puisse faire en sorte que pour 1 litre d'eau récupéré à la rivière Capot, on ait au robinet 1 litre d'eau reçu. Et c'est très important, c'est le transport de l'eau. Et ce transport ne peut se faire, si j'ose dire, qu'à l'extérieur. Et là encore, puisque nous sommes en zone parasismique et que vous avez bien vu, on a décrit 5 risques majeurs, il faut que le transport de l'eau se fasse sur des supports parasismiques. Voilà, j'en ai fini. Je suis prêt à répondre à toutes les questions du monde. Et merci de votre attention. Merci. Il est 21h16 que je nous rejoigne à peine et nous venons d'écouter l'intervention du spécialiste en aménagement, M. Victor Lucien Preneur. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut universitaire des sciences, une université qui vous offre une formation 100% études, à la fois à distance et en présentiel. Pas besoin de vous déplacer pour suivre vos formations. Un ordinateur, une connexion d'Internet, l'envie d'apprendre. Et voilà, vous êtes déjà prêts. Et les regroupements sont organisés aussi dans leurs antennes périodiquement. Donc ce soir, comme nous le disons, nous venons de parler de risques majeurs et de mitigation. Il y avait une profusion de connaissances très, très intéressantes et très, très, très pertinentes. Maintenant, à vous maintenant, les participants, de poser les questions ou de faire des commentaires. Vous pouvez taper sur l'émoticône mais si vous voulez poser la question directement ou écrire la question dans le chat et nous vous passerons la parole. Donc, je vous remercie aussi, professeur Polino. C'était très, très, très enrichissant et on a pris de bonnes notes. Je pense que cette diffusion de connaissances devait être plus large, rencontrer plus large, un large public. Et l'université US donne cette possibilité. En obtenant le lien, vous pouvez le partager à d'autres instances. Et voilà, est-ce qu'on a déjà des questions dans le chat? Je vois qu'on vous envoie des bravos là parce que c'était une présentation super magistrale et super pratique. Merci. Merci. Oui, c'est super pratique. Les questions, ici, on en a. Alors, il n'y a pas encore de questions. Si je pouvais... OK, il y a Isdra. Vous avez la parole, Isdra. Nous vous écoutons. Merci de m'avoir accordé la parole et merci aux conférenciers de nous avoir enrichis et plus de ce que nous avions su par rapport à ce sujet. Et merci à l'université UBS qui nous a permis chaque week-end et d'être ici dans ce salon bien aéré pour apprendre d'autres choses que nous n'avions pas eu le temps d'apprendre à l'université. Je crois que c'est intéressant. Et ce sujet-là qui vient d'être développé par monsieur le Martiniquais. Et c'est un sujet intéressant et qui est d'actualité en Haïti. Et parce que par rapport avec ces risques majeurs qu'il vient de nous énoncer ici, je crois qu'en Haïti, nous avons plusieurs et qui, dans notre pâturage, par exemple, l'inondation, tremblement de terre, je crois tsunami, et je crois que malgré, on n'a pas de comment, et le risque majeur que vous venez de citer en premier, et quand même. Oui, on a perdu un peu la connexion. Oui, vas-y. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute.
Ok, merci, merci. Oui, oui, je disais que par rapport au risque majeur que vous venez de citer là, et je crois Oui, qu'en Haïti, nous avons plusieurs qui nous concernent. Et par absolument. exemple, inondation, tremblement de terre et tsunami. Et Ouais, tsunami, ce sont des cyclones. c'est Certainement, ça. ce sont des risques majeurs qui intéressent. Maintenant, en fait, c'est que par rapport avec notre niveau de vulnérabilité, c'est que ces risques majeurs-là, ce sont des risques majeurs que nous devons prendre en compte par rapport avec nos environnements que nous évoluons chaque jour. Mais la seule chose qui me préoccupe, parce que agir ou bien faire des activités de mitigation par rapport avec ces risques majeurs, ça dépend d'une politique publique globale et je crois que Mhm. c'est une question très importante. Mais en Haïti, on n'a pas encore, bon, à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu ou lu ou vu qu'il y avait, et même dans les campagnes électorales, qu'il y avait des politiques publiques visant à C'est ça. agir avec des projets de mitigation par rapport à ces risques majeurs. Mais nous autres C'est ça. qui réfléchissent par rapport à ce problème, comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous agir quotidiennement afin d'aider nos prochains ou bien d'aider nous-mêmes aussi à Mhm. contribuer à des activités en vue C'est ça. et l'impact de ces risques majeurs, de l'éventuelle manifestation de ces risques majeurs. OK. Je peux répondre déjà? Oui, vous pouvez, Monsieur Coleman. Oui, alors c'est une très bonne question. Mais je le dis, il faut retenir une chose absolument essentielle. Aujourd'hui, la planète que nous avons ne peut être sauvée que par le geste de chacun. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui éduquer pour ne pas jeter des papiers par terre, pour ne pas jeter des plastiques par terre, pour ne pas jeter des ordures par terre. C'est le cas en Haïti et c'est le cas aussi partout dans le monde. C'est le cas à Paris, c'est le cas partout. Paris, par exemple, se bat contre les mégots de cigarettes parce que c'est presque indescriptible, etc., etc. Donc, il faut se battre. C'est le risque de chacun et tous les jours. Je suis chez des gens, j'essaye d'expliquer aux gens chez qui je suis que la bouteille de coca que je vous ai montrée là, elle est en fait pliable. Et si tu n'as pas assez de force dans la main, il suffit de la mettre sous ton pied, de l'écraser avec ton pied, pour qu'elle rentre dans la poubelle en prenant le moins de place possible. Parce que faire venir le camion de poubelle où tu as mis 50 bouteilles comme ça, tu as rempli le camion avec 50 bouteilles. Et 50 bouteilles de vide, parce qu'en réalité, une fois que tu envoies du plastique, à l'intérieur, il y a du vide. Donc, il faut plier la bouteille pour avoir non pas 50 bouteilles dans le camion poubelle, mais 250 poubelles, 250 bouteilles, 400 bouteilles. Donc, c'est le risque, le geste de chacun qui va sauver la planète. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut avoir des organisations non gouvernementales, type association. Commencez par là. Parce que si vous comptez uniquement sur les organismes publics ou le public au sens de politique publique, ça va prendre encore plus de temps. Il faut commencer donc par des associations qui vont, au fur et à mesure, diffuser autour d'elles, qui vont dire des choses. Tout ce que j'ai dit là, ce sont des choses de base, ce n'est pas des choses compliquées. Je ne suis pas ça avant. Je ne m'intéressais pas à ça. Avant 2010, c'est Haïti qui a changé ma vie. Avant 2010, je faisais du transport scolaire. Et donc, après, le jour de la catastrophe, j'ai déjà raconté ça, mais je peux encore revenir. On venait d'obtenir une subvention de la collectivité territoriale de Martinique pour aller jusqu'à Kuala Lumpur voir un truc. Et ça se passe le vendredi où j'ai l'argent. Le mardi d'après, il y a la catastrophe en Haïti. Et nous avons financé le mardi d'après notre ami Franck Hubert, qui est spécialiste du GLOBE. Le GLOBE, c'est un organisme français pour les tremblements de terre, et qui partait immédiatement en Haïti pour faire son rapport à l'organisme parisien. Et je lui dis, est-ce que tu as de l'argent? Il me dit non. Eh bien, on l'a financé. Et on a financé le restant. C'est une association qui a fait ça. Donc, si vous comptez sur l'organisme public ou les politiques publiques, elles vont prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, aujourd'hui, commencez déjà par des associations de la terre, des associations pour l'eau, des associations pour la communication auprès de la jeunesse,
des associations qui vont travailler sur le tri sélectif, les déchets, des associations qui vont travailler, par exemple, sur le compost en agriculture, des associations qui vont travailler sur l'énergie secondaire qui constitue, par exemple, le méthane. C'est-à-dire que les bousses de vache mises dans des composteurs vont donner un gaz qui va permettre de faire comme on utilise le butane, c'est-à-dire de faire à manger, au lieu de couper des arbres, etc., etc. Puis des associations, surtout des associations qui replantent. Il faut replanter 10 000 arbres, 50 000 arbres. Il ne faut pas attendre après l'autorité publique. Voilà, je ne veux pas être trop long. Merci, merci, M. Polino. Et il y avait Marie Saint-Honoré. Marie André. Il y avait une question. Oui, allez. On ne l'entend pas. Votre micro est fermé, madame. Pardon. Bonsoir tout le monde. Très belle conférence. Il y a un risque que tu as oublié, c'est le risque Céveso, qui est quand même suffisamment important pour le signaler et qui apparaît pratiquement dans toutes les idées. Mais en dehors de tout ça, par rapport aux différents risques, je crois qu'il est très important que nous développions la culture des risques, justement. Et que, comme tu disais, par les associations, c'est très important. Ce sont eux qui sont le plus proches des personnes qui sont plus à même à transmettre les savoirs, à faire développer justement la mitigation et qu'on puisse aussi faire. Il faudrait que chaque famille ait un plan pour que, quel que soit le risque, on sache, par exemple, pour prendre le cas de ma famille, s'il y a, j'ai déjà dit à mes enfants, par exemple, en cas de tremblement de terre ou autre, voilà ce que nous devons faire. Et chaque personne a fait ça dans sa famille. Nous n'habitons pas tous au même endroit. De façon justement à ce que on puisse savoir comment réagir et il faut faire des formations également du premier secours. Le premier secours, tout à fait. Alors, je réponds sur le Céveso. Le risque Céveso, c'est les risques qui sont liés aux installations industrielles qui sont posées dans des zones. Par exemple, vous mettez en place une raffinerie de pétrole et donc elle va avoir soit des polluants, des choses comme ça. Donc, et tout ça, c'est lié justement à une catastrophe qui s'était passée en Italie à Céveso. C'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui les risques liés type Céveso. Donc, ça existe par conséquent, mais ce que j'ai simplement essayé de décrire, c'est simplement les 5 principaux risques. Mais bien sûr qu'il y a d'autres risques, il y a toutes sortes de risques, il y a y compris les risques d'accidents ménagers dont il faut parler. C'est une chose importante que tu viens de dire. Il faut dire aux gens aujourd'hui que chacun doit avoir à côté de lui une bouteille d'eau le soir quand il va se coucher. Une bouteille d'eau en cas de tremblement de terre. Il va se retrouver donc dans une cellule fermée et pendant 24 heures, s'il n'a pas d'eau, il va mourir. Donc, une bouteille d'eau, ça ne coûte rien de l'eau au pied du lit. Vous prenez une bouteille, moi je fais ça, hein, mais voilà la fameuse bouteille de coca, là c'est coca. J'ai assez fait de la pub d'ailleurs pour un truc que je ne bois pas. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez une bouteille d'eau à côté de vous, parce qu'en cas de tremblement de terre, vous avez au moins de l'eau. L'eau, c'est vraiment le premier secours qu'il y a dans les cas, par exemple, liés au tremblement de terre. Donc, il faut se coucher avec ça. Il faut évidemment repérer, comme vous rentrez dans une maison, où sont les poutres principales de la maison, pour si ça tremble, que vous alliez vous réfugier sous une poutre. Et non pas que vous restiez, que vous attendiez que le plafond vous tombe sur le dessus. Donc, vous avez raison, ce que vous dites. C'est qu'au fur et à mesure, il faut, entre soi, apprendre les gestes de premier secours. Puis, bien sûr, il y a tous les gestes de premier secours. Comment on fait un massage cardiaque, comment on fait bouche à bouche, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et ça, c'est la réponse à la première question qu'avait posée le monsieur. N'attendez pas après la puissance publique. Attendez après vos propres organisations autour de vous. En fait, ce n'est pas uniquement dans la chambre qu'il faut mettre de l'eau.
C'est dans Oui, toutes les pièces, parce qu'on ne sait pas mais où bien on sûr qu'il faut sera mettre de l'eau. lorsqu'il Nous va y sommes avoir d'accord. ce fameux tremblement de terre. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est ça qu'il faut développer. C'est l'idée qu'on est en permanence dans le risque. Il n'y a pas de situation où il n'y a pas de risque. Il faut développer cette idée-là. Parce que je le dis, mais je le refais ma parenthèse aussi. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui nous présentent ce qu'on appelle chez nous un vrai monté, c'est-à-dire des gens qui vont le zouk, le machin, les ongles, les perruques, bon voilà, ok, c'est ça qui les intéresse. Et ils ne s'intéressent pas du tout à ce qu'il y a autour d'eux, de la nature, des choses simples, des oiseaux, des pieds bois. Non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est où est le dernier mouvement de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire, et tout, etc. Comment on fait les belles à la télé, et sur les portables. Ah, c'est pas important ça. Je leur dis ça, c'est pas important. Autre question. Il faut apprendre aussi à, quel que soit l'endroit où on se trouve, à repérer le lieu de repli. Un lieu où Ou se il y a réfugier. un tremblement de terre, où il faut se réfugier, qu'il n'y ait pas de risque aux alentours. Ça, il C'est faut ça. systématiquement le faire. Tout à fait. Tout à fait. Un exemple. Allez-y, allez-y, oui. Essayez de poser des questions. Allez-y. Merci, merci Madame Saint-André. D'autres questions? Participants, vous pouvez taper sur l'émoticône ou envoyer les questions dans le chat directement. Ce soir, nous parlons de risques majeurs et de mitigation, comment vivre sur un territoire à dangerosité inhérente. Et c'est M. Paulinor qui vient de faire la présentation. Il est 21h31. Cette série de conférences est rendue possible grâce à la collaboration entre l'ANIDCA, qui est l'Agence nationale et internationale de développement des compétences, et l'Université, l'Institut universitaire des sciences, qui vous offre un paquet de formations 100% hybride et à la fois à distance et en présentiel pour obtenir votre licence, votre master et votre doctorat. Maintenant, nous venons de recevoir une question de Madame Saint-André. Il y a d'autres questions dans le chat. C'est vrai que le sujet est éminemment technique, mais quand même, vous pouvez avoir des questions. S'il n'y a pas de questions, je voulais poser une question, M. Paulinor. Allez-y, allez-y. Entre Haïti et la République dominicaine, au niveau de l'inondation, c'est vrai qu'Haïti, nous avons notre partie du territoire est quasi complètement déboisée. Est-ce que par rapport au République dominicaine, puisqu'on a vu dernièrement, il y a eu environ, disons, 4 heures de pluie et ils ont eu une énorme inondation de la capitale. Est-ce que le risque au niveau de l'inondation est de même? Qu'est-ce qu'il y a en termes de danger imminent par rapport à la République dominicaine, par exemple? Est-ce que son niveau de terre est plus bas que le nôtre ou bien renseignez-nous un petit peu sur cela, s'il vous plaît. Non, je crois que dans le partage des terres entre la République dominicaine et Haïti, les Espagnols ont gardé 60% du territoire. Donc, la République dominicaine occupe plus de terres que vous. Et d'autre part, ils ont choisi les terres plates. Donc, les terres où on faisait globalement la canne. Et vous avez choisi, ce qui a été laissé aux Haïtiens après le partage, ce sont les terres qui sont les plus montagneuses. Haïti est un pays particulièrement montagneux. Alors, l'intérêt des cannes d'un côté, puisque c'est là que se trouvent aujourd'hui les fameux batailles, l'intérêt des cannes, c'est que la canne, malheureusement, est un produit qui a perdu sa valeur sur le plan mondial, tout simplement parce qu'on fabrique du sucre autrement qu'avec la canne. Et ça, depuis 1825, au moment où on a cristallisé la betterave, la canne a perdu au fur et à mesure et de manière absolument constante sa valeur. C'est-à-dire que la chute du cours de la canne a suivi ma main là, c'est-à-dire un avion qui pique du nez. Ça, c'est pour la canne. Donc, ils n'ont pas gagné grand-chose, si j'ose dire, à avoir des terres plates, si c'est pour faire des cannes. Par contre, vous avez gardé les terres qui étaient les terres en hauteur. Les terres en hauteur, vous avez fait du café. Et malheureusement, le café est une des plantes qui a aujourd'hui, si j'ose dire, mis en difficulté Haïti. Parce que le café se fait sur des zones qui sont des zones un peu hautes, 400, 500, 600, 700, 800 mètres de hauteur. On va jusque-là, globalement. Après, c'est plus compliqué, mais bon, on fait du café. Et donc, c'est ça qui a été développé. Mais le problème du café, c'est le même. C'est-à-dire que c'est celui du bois tiboun, donc une plante assez, si j'ose dire, fragile dans le fond, et qui, au fur et à mesure, a
abîmer les terres. Ça, c'est une chose. Il y avait une image qu'il n'a pas montrée tout à l'heure. C'est celle des zones boisées d'Haïti qui représentaient, je ne sais plus combien de machins, puis qu'aujourd'hui, ça représente à peine 2% de la surface boisée en Haïti. C'est parce que pour payer la fameuse dette aux Français, les 150 millions de francs or de 1825, au moment où le président Boyer va accepter le chantage que lui fait le roi Charles X, qui est le roi de France, qui a mis devant Port-au-Prince des bateaux et tout, en disant « Si vous ne payez pas les planteurs, je vais bombarder, je vais canarder tout Port-au-Prince ». Donc, il accepte de payer les planteurs, mais en même temps aussi, il accepte de prêter de l'argent aux banques françaises pour relancer la fameuse production cannière dont je parlais à l'instant. Et en faisant ça, eh bien, pour payer cette fameuse dette, eh bien, on a coupé les bois d'essence nobles, les fameux mahoganis, et tout ça là, et ça a duré à peu près 70 ans, où Haïti a beaucoup exporté son bois pour payer sa dette. Donc, ça participe aussi de cette espèce d'entreprise de déboisement d'Haïti. Et je veux pour preuve que la femme qui s'appelait Simone, la femme de Papa Doc, Simone Duvalier, possédait dans sa famille, en quelque sorte, dans ses biens, une partie des bois qui vont de l'Acazui, là, pratiquement jusqu'à la capitale. Eh bien, elle a mis en place une politique systématique de coupe de ces bois-là, qui étaient des bois de grande qualité. Hein. Alors, je dis mahogany, mais je ne suis pas spécialiste du bois. Donc, chacun va donner les bons bois qu'on utilise pour faire de la belle charpente ou des meubles. Donc, ils ont systématiquement coupé ces bois-là. Et par conséquent, aujourd'hui, Haïti se retrouve dans cette situation. Donc, ta question portait sur le fait, est-ce que c'est à cause de la différence de terre? Oui et non. Disons que la République dominicaine est une partie un peu plate de l'île et la République d'Haïti est une partie vallonnée, montagneuse, mais ça n'empêche qu'on peut absolument avoir une surface couverte de forêts, même si on est en montagne, au contraire. Au contraire, il y a des forêts primaires qui sont en Martinique le long de la montagne Pelée et elles ne sont pas déboisées. Les pitons du Carbet et la montagne Pelée viennent de recevoir un label de l'UNESCO qui fait d'eux une partie de la biosphère mondiale. C'est-à-dire vraiment quelque chose de très noble, de très grand dans le fond, comme classement. C'est un classement qui prouve qu'il y a là des essences rares, qu'il y a là une forêt primaire, qu'il ne faut pas tout couper pour couper. Je me rappelle par exemple à l'époque où une des politiques de Martinique, enfin une femme politique de Martinique qui s'appelle Madame de Grandmaison, voulait faire ce qu'on appelle un pays d'accueil touristique. C'est un concept qui est développé en Europe et particulièrement en France. Il y a 33 pays d'accueil touristique en France et en Europe. Elle voulait faire un pays d'accueil touristique autour de la montagne Pelée, mer et terre, avec un certain nombre de communes du Nord. Et il y avait un jeu de télévision en France qui continue jusque-là, qui constituait à mettre des grandes statues, à couper des arbres, tout ça, pour faire un jeu de télévision. Un truc qui s'appelle Koh-Lanta, aujourd'hui en France. Madame de Grandmaison s'est battue bec et ongle pour pas que la télévision française vienne faire ça. Parce que ça voulait dire qu'ils allaient attaquer la forêt primaire. Ils allaient couper des arbres. Aujourd'hui, la législation en matière de coupe d'arbres est extrêmement drastique. Lorsque, par exemple, vous voulez construire une maison et que vous avez sur votre terrain des arbres, vous ne pouvez pas couper n'importe quel arbre. Vous ne pouvez pas couper l'arbre comme ça, sans passer par ce qu'on appelle en France l'ONF, l'Office national des forêts. Donc, il faut une autorisation pour couper les arbres. Il faut que l'ONF ait donné son accord pour déboiser. Bon, évidemment, il y a toujours quelques petits malins qui croient qu'ils peuvent mettre des bulldozers et puis raser autour d'eux sans demander d'autorisation. Mais ça, c'est formellement interdit, il faut des autorisations. Donc voilà, je pense avoir répondu un peu à la question que tu te poses. Je ne crois pas qu'il y ait particulièrement une incongruité entre le fait que Haïti soit montagneuse ou moins plate que la République dominicaine pour accélérer un des phénomènes qui est lié au déboisement. Ce sont d'abord les Haïtiens qui ont déboisé, mais ils ont beaucoup déboisé à cause des conditions économiques qui ont amené au fur et à mesure le paysan à déboiser.
Tout à fait, Monsieur Poulenor. Merci pour la réponse. Oui. Merci pour la réponse. C'est très insistant. Donc, il y a Michel-Ange Fatal. Nous vous écoutons. J'écoute. Oui, est-ce que ça va? Je vous entends. D'accord, parfait. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, en particulier donc, à vous, donc, chers intervenants. Donc, c'est avec une attention soutenue que je suis en train donc, de vous suivre là. Donc, tout ce que vous dites là, donc, à propos de la protection, disons, environnementale, donc, est correct, oui, est correct parce que Haïti a connu en pas mal de catastrophes naturelles, de désastres que nous autres Haïtiens, alors là, je me présente, je suis Michel-Ange Fatal, je suis haïtien, je vis actuellement au Canada, d'accord, en particulier au Québec. Là, donc, je suis en train de faire une maîtrise en études et interventions régionales. Donc, c'est pour vous dire que votre sujet de débat donc, m'interpelle beaucoup. La question que j'aimerais donc vous poser, parce que j'ai entendu donc, toutes les facettes, donc tous les éléments argumentatifs que vous avez soutenus au cours de votre intervention, donc au regard de la protection donc, environnementale, plus particulièrement en passant par la mitigation. Oui. Voilà. Parfait, merci. Donc, mes questions sont les suivantes. Premièrement, la mitigation peut-elle produire des effets positifs sans l'intégration? Alors, pardon, je reprends. La mitigation peut-elle produire des effets positifs sans l'intégrer dans le système éducatif haïtien? Donc, ça, c'est la première question. D'accord. Maintenant, sans un processus de socialisation à la base des Haïtiens, donc, est-ce qu'il serait possible donc, de mettre en évidence donc, ce processus donc, qu'on appelle mitigation? Donc, est-ce qu'il serait possible, donc, puisque on sait pertinemment que ça doit être dans la sociologie haïtienne. Donc, c'est ça. Donc, ça doit être dans la sociologie haïtienne. Pour une troisième question, ça a rapport. Alors, je vous laisse noter. Désolé. Oui, allez-y, je note. Hein. OK. J'ai une troisième question. Cette troisième question a rapport, disons, au processus, alors, aux deux zones, je dirais, frontalières, à savoir la République d'Haïti, qui est donc chez moi, et celle de la République dominicaine. Donc, nous avons vu qu'il y a une sorte, disons, de verdure du côté de la République dominicaine. C'est très, bien sûr, donc l'endroit est très verdoyant et chez nous autres Haïtiens, donc c'est vraiment, vraiment décevant et c'est même lamentable. Maintenant, est-ce suffisant de parler de la sensibilisation des habitants sans passer donc par l'État, par le rôle et la mission de l'État haïtien, donc au regard donc d'une politique publique visant à, disons, à la protection de l'environnement, puisque nous savons pertinemment qu'il est clair que le peuple ne peut, alors c'est comme des enfants, d'accord? Le peuple est comme des enfants, il faut un père de famille, d'accord? Donc, au moins, donc pour dire voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Donc, c'est là donc, que l'État
à mon avis, donc, disons, aura à jouer un rôle important pour préserver, pour protéger donc l'espace environnemental. Donc voilà, ce sont OK. mes questions. Eh bien, merci pour votre question. Et je vous dis que je suis très interpellée par le fait justement qu'en plus vous êtes en train de faire des études et que vous êtes peut-être demain le porteur de tous ces projets. Parce que aujourd'hui, à nos âges, nous disons des choses et nous espérons qu'elles vont trouver un écho. Alors, je commence par la dernière partie là. La protection de l'environnement, le rôle de l'État. J'ai découvert moi-même avec, si j'ose dire, beaucoup de satisfaction le fait qu'en Haïti, il y avait un certain nombre d'organismes et surtout de gens qui travaillent dans ces ministères ou qui travaillent dans ces administrations en Haïti, des gens qui étaient dévoués, des gens qui étaient compétents, des gens qui savaient, des gens qui avaient des dossiers, des gens qui avaient envie de faire. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous avions présenté au gouvernement à l'époque de Michel Martelly et de M. Lalo, qui était ministre de l'économie, un projet de ville nouvelle, qui était un projet, hein, je veux dire, l'idée que, est-ce qu'on ne peut pas imaginer sortir la capitale dans l'état où elle est là et commencer par construire quelque chose pour que ce soit suffisamment grand pour déplacer des populations, et singulièrement vers le nord, vers la zone de ces fameux, où, je l'ai dit la fois dernière, où on faisait le Cisal, c'est-à-dire les plaines de feuilletons et de dérac qui sont tout en haut du côté de Thirier-Rouge et de Fort-Liberté. Bon, donc on avait eu toute une conversation avec ces gens-là. Et à cette occasion, donc, on a découvert toute une foule de gens, je vous assure, des techniciens haïtiens qui avaient des données, qui avaient des chiffres, qui avaient les moyens de faire ça sortir de terre d'un seul coup. D'un seul coup. Donc, il ne faut pas se désespérer que de trouver en Haïti des archives, des gens compétents, des gens qui peuvent aider sur ça. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un rôle de l'État, c'est évident. Pendant la période que nous avons connue, où il y avait eu beaucoup M. Martelly au pouvoir, il avait fait une sensibilisation autour de la plantation d'arbres. Et puis, ça n'a pas été bien loin. Mais toujours pareil, il faut aujourd'hui une vraie politique de l'État, c'est vrai, qui décide de planter des arbres, comme on décide de planter des arbres à Paris. Je vois que, par exemple, aujourd'hui, vous savez, c'est pas facile, hein. Je suis observateur de la situation, par exemple, à Paris, où la maire de Paris essaye de rendre verte sa ville, mais c'est avec de l'acrimonie, même d'un certain nombre de commerçants, de forces allez, je vais dire rétrogrades, au sens de forces conservatrices, qui ne veulent pas. Pour eux, il faut continuer à rouler des voitures à Paris, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il ne faut pas écouter la mer, il ne faut pas verdir. Non, non, il faut verdir. Il faut verdir la ville. Et donc, verdir la ville aujourd'hui, c'est une politique voulue et qu'il faut vouloir par le haut. Donc aujourd'hui, vous avez raison, il faut aujourd'hui une politique de sensibilisation forte de l'État haïtien pour faire repartir la machine qui consiste à reboiser ce pays-là. Le pays ne peut pas rester en l'état où il est, où il y a 2% aujourd'hui de la superficie qui portent des arbres. Vous allez perdre les oiseaux, vous allez perdre les vers de terre, vous allez perdre tout, vous allez tout perdre. Il ne va rien rester. Haïti va être un pays désert, les gens ne pourront pas manger en Haïti. Je dis ça, mais je parle aussi pour la Martinique, je parle aussi pour la Guadeloupe, je parle aussi pour nos îles. Ce sont les îles qui sont dans les mêmes situations, qui sont aujourd'hui embarrassées par des politiques qui ne sont pas forcément les politiques qui vont dans le bon sens. Dans le bon sens. Et puis, bien entendu, vous avez parlé tout à l'heure de cette sensibilisation de la jeunesse. Il faut sensibiliser les jeunes au niveau des écoles. Je vous donne encore un exemple pour qu'on comprenne bien. Après le tremblement de terre, nous étions devenus vraiment des vedettes en Martinique. Ça veut dire que quand on est rentré, les gens ont dit, mais vous avez vu le tremblement de terre en Haïti, il faut venir nous raconter ça. C'était pas ça qu'on allait raconter. On essayait de dire aux gens, vous êtes dans la même situation que ça aurait pu se faire en Martinique. Ce qu'on dit là, parce que nous-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en retard sismique. C'est-à-dire que le jour où il va y avoir une catastrophe en Martinique, ça va être 7 ou 8 sur l'échelle de Richter, la fameuse échelle internationale. Et ce jour-là, tout ça va tomber. Il ne faut pas croire que ça ne va pas tomber. Ça va tomber. Vous n'avez pas de maison plus solide qu'en Haïti. Ne faites pas les machins là, parce que le préfet lui-même, il a déjà 50 000 morts. C'est qu'il sait qu'il y aura 50 000 morts. Donc, ce jour-là, vous verrez que tout ça va tomber. Et donc, on va dans un lycée qui est à Trinité, qui est un beau lycée, que Madame
Saint-Aimé qui nous a appelés tout à l'heure doit connaître. Et quand on va au lycée de Trinité, donc on me dit le cours, enfin la conférence que vous allez tenir, une conférence, la petite communication que vous allez faire aux élèves est au 3e étage. Et donc je suis une classe. Et quand j'arrive devant la classe, je dis, à vous quand vous ne rentriez, est-ce que je peux faire une sélection? Alors tous les élèves me regardent, je dis, je laisse entrer les élèves qui ont une chance de sortir de la classe en cas de tremblement de terre. Et donc, ils sont à peu près une trentaine, et je laisse rentrer à peine 7 ou 8 élèves. Et tous les autres, je les garde d'eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des baggies. Vous savez ce que c'est que le baggy? Le baggy, c'est les pantalons là, que les prisonniers américains, surtout les Noirs américains portaient dans les prisons, et pour montrer qu'ils avaient des sexes volumineux, donc le pantalon devait descendre sur leur truc, sur leurs fesses là. Donc, je leur dis, s'il y a un tremblement de terre, vous n'allez pas pouvoir descendre les escaliers avec ça. Vous marchez comme des canards avec ça. L'entrejambe du pantalon vous empêche de vous déplacer vite. Donc, je ne peux pas vous laisser rentrer dans la salle comme ça. Ou bien vous vous habillez correctement, vous faites remonter les pantalons, ou bien je ne fais pas de formation à des gens comme ça. Ils étaient très surpris. Et je vous assure, des jeunes qui ont pris l'habitude de s'habiller n'importe comment, de n'avoir pas de bonnes chaussures aux pieds. En cas de tremblement de terre, comment tu fais pour courir si tu as que des sandales aux pieds? Tu ne vas pas pouvoir courir avec des sandales. Hein? Tu vas courir si tu as des chaussures bien attachées à tes pieds. Et tu vois beaucoup de jeunes, ils ont des chaussures pas lacées, alors que les chaussures sont vendues avec des lacets. Eh bien non, ils n'attachent pas les chaussures avec les lacets. Ça n'a pas d'importance à leurs yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, notre jeunesse s'occupe de tas de choses, mais pas de se dire qu'ils vivent dans une zone dangereuse. Or, nous vivons en zone de danger, avec des dangers gravissimes, qui sont simplement des dangers liés à la nature de nos sols, à la nature de l'emplacement où nous sommes. Aujourd'hui, pour mettre Haïti dans une situation où chaque année, tout n'est pas détruit par des cyclones, parce qu'Haïti, malheureusement, est sur la route des cyclones, il faudrait déplacer physiquement Haïti de sa place sur le globe, la mettre ailleurs, pardon, plutôt que là où elle est. Parce que là où elle est susceptible d'avoir un cyclone chaque année. Donc, la sensibilisation, c'est vrai, doit commencer au plus jeune âge, à l'école. Rappeler aux gens qui sont en zone. Ça se fait au Japon, ça se fait dans ces zones-là, ça se fait dans ces pays-là. Au Japon, les enfants sont habitués. Ils ont tous les jours le réflexe du séisme. Ils le savent. Donc, nous pouvons faire ça aussi. Chaque matin, j'étais moi-même, je viens de pays qui n'a pas ça. Quand je suis arrivé en Haïti, j'ai vu qu'il y avait par exemple la levée du drapeau. 8 heures du matin, je dis 8 heures, mais peut-être que vous allez me corriger, peut-être 7 heures, 8 heures, je ne sais plus. Tu as un carrefour, je suis, je ne sais pas moi, à Tabar, et je vois que tout s'arrête. La circulation s'arrête, le gendarme, le policier arrête tout, parce qu'on va lever le drapeau. Vous êtes habitué à faire ça, vous n'êtes pas habitué à vous habituer au risque. Mais si vous pouvez vous habituer au risque, de même qu'on vous a dit qu'il y a le lever du drapeau, il y a le truc du risque. Et par semaine, on doit avoir une petite formation sur le risque qui nous remet le risque dans la tête. Nous vivons dans des pays de risque ou à haut risque. Nous ne vivons pas dans des pays qui sont, on a vu les cartes tout à l'heure, qui sont ni l'URSS, ni à la limite même en France. C'est même pas vrai, en France, la terre tremble aussi. Hein. L'autre jour, il y a eu un tremblement de terre à New York. Et la grande tour là, de New York, la fameuse tour de truc, elle a publié, la tour elle-même a publié un message sur Internet pour dire « Je vais bien ». D'accord, d'accord. Je vais bien pour cette fois-ci. Mais qui lui a dit que la fois prochaine, il ne peut pas avoir un risque? Il peut parfaitement avoir un risque. Donc, nous sommes tous dans ces situations de risque. Il faut absolument intégrer ça. Et quand on aura intégré ça, on va commencer à comprendre ce que c'est que la mitigation. Il faut que chacun apprenne à faire les gestes de premier secours. Sauver quelqu'un, sauver ses parents, sauver son frère, sauver son petit frère. Est-ce que les gens savent nager? Les Martiniquais ne savent pas nager. 80% des Martiniquais ne savent pas nager. Et pourtant, ils vivent sur une île. Mais vous savez ce qu'on avait mis dans leur tête? Hein? Qu'en réalité, autour de l'île, il y avait des requins, donc s'ils voulaient s'échapper puisqu'ils étaient esclaves, ils allaient être mangés par les requins. Donc, du coup, ce n'est pas la peine d'aller à la mer, ce n'est pas la peine d'apprendre à nager. On peut aussi mettre des choses dans la tête des gens.
Il faut apprendre à nager quand on vit sur une île. Il faut apprendre à nager quand on vit auprès de la mer. On ne peut pas ne pas savoir nager. Voilà. Alors, dernière chose, c'était l'histoire de la frontière entre la République dominicaine et puis Haïti. Je le répète, je crois qu'effectivement, là aussi, mais tout ça participe d'une coopération internationale aujourd'hui, il faut rentrer dans des grandes, si j'ose dire, dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt des terres. Il faut arrêter ces histoires de, enfin, je dis ça, mais je suis mal placé pour dire ça. C'est les combats qui sont ceux de, ça c'est ma frontière, ça c'est ta frontière, tu fais ce que tu veux là, etc. Non, c'est la terre qu'on a, la terre sur laquelle nous sommes. Je l'ai dit l'autre fois et je le répète. Les hommes sont sur la terre depuis 2 secondes. La terre elle-même est là depuis 24 heures. 2 secondes, 24 heures. C'est pas la même chose. Comme disait ma maman, un jour la terre aura marre de nous, au sens de la terre va nous donner un coup de pied et nous allons disparaître. Il y a même un philosophe français qui a écrit un livre extrêmement intéressant et qui s'appelle « Et si l'aventure humaine était un échec ?» L'aventure humaine peut s'arrêter. On l'a vu tout à l'heure. Si les conditions climatiques sont telles que les océans vont monter, que la faune va disparaître, que les oiseaux vont disparaître, que les abeilles vont disparaître, eh bien, on a devant nous 100 ans. On n'a pas plus que ça. Et nous allons avoir une extinction de masse, comme il y a eu des extinctions de masse pour des animaux, mais pour les hommes aussi. Nous ne serons pas plus intelligents à dire que nous allons sur la Lune avec des fusées, tout ça, ça n'aura aucune importance, tout ça va disparaître. Je suis pessimiste. L'Institut universitaire des sciences vous offre la possibilité de décrocher une licence en géographie qui vous permettra de mieux comprendre ce sujet-là et aussi une licence en sociologie qui vous permettra de comprendre la dynamique des groupes, des mœurs, des cultures. Donc ce soir, nous avions M. Paulénor qui a fait une présentation super intéressante sur les mythes, les risques et la mitigation. Oui. La chose que j'ai aimé le plus, c'est pourquoi est-ce que nous vivons sur une île et que nous ne savons pas nager? C'est une question à laquelle je n'ai pas pu répondre depuis un bon bout de temps. Donc, 21 à 57 minutes. S'il y avait eu un message à la jeunesse pour nous, M. Paulénor, qui aspire à participer dans la gestion de la chose publique, quel serait ce message-là au regard du sujet dont on parle ce soir? Eh bien, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut mettre dans sa tête une chose toute simple. C'est le geste de chacun qui a une chance de sauver la planète. Le geste. Il faut faire chaque chose que nous avons à faire, il faut le faire maintenant les gestes en direction de la planète. Ça ne sert à rien d'avoir le téléphone de haut de gamme quand ton téléphone normal fonctionne. Ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien de dépenser bêtement son argent pour acheter le dernier cri d'un téléphone qui coûte 1 500 $. Quand dans le même temps, un téléphone de 150 $ fait exactement le même boulot. D'accord? Ça ne sert à rien aujourd'hui de ne pas plier une bouteille de boisson là, que j'avais à la main, celle-là, là, qu'il suffit d'écraser de son talon pour la mettre dans la poubelle. Ça ne sert à rien de ne pas avoir chez soi une poubelle pour pouvoir s'occuper des ordures. On peut organiser ça. J'étais dans un truc qui s'appelle le village Théodate. Peut-être que vous connaissez, c'était du côté de... Comment ça s'appelle? Le village Théodate. Oui, le village Théodate. J'étais au village Théodate. Et au village Théodate, franchement, je vous assure, même dans le village Théodate, j'ai essayé de communiquer avec les gens pour leur dire ne jetez pas les choses par terre. Vous n'avez pas de tout à l'égout. Donc, ne jetez pas les trucs par terre. Il faut aujourd'hui donc que les jeunes commencent à prendre tout ça en compte. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question de l'eau. L'eau, c'est, je le répète, ce petit bouchon de la bouteille de truc-là, c'est très important. Il faut protéger ça. Parce que le restant là, c'est de l'eau saline. Et l'eau saline, ça ne sert à rien. Sauf évidemment à faire des bateaux, etc. C'est la mer. Mais ce n'est pas ça qu'on boit. Ce n'est pas ça qu'on se lave. Donc, aujourd'hui, il faut protéger l'eau. Il faut faire des gestes de premier secours. Et tout ça, on peut faire ça déjà. Les enfants peuvent apprendre. Apprenez à sauver votre petit frère s'il fait une crise cardiaque. Et on ne sait pas, la crise cardiaque n'est pas un truc qui est lié au fait qu'il était malade. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ta maman, ton grand frère,
quel est le geste de premier secours qu'il faut faire? Bien. D'accord? C'est sur cette note-là que nous mettons fin à notre conférence pour ce soir. Il est exactement 22 heures. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous remercie aussi notre intervenant et nous remercions aussi tout le staff de l'Institut universitaire des sciences. À vos marques pour la prochaine session parce que dès le 14 septembre, vous prendrez fin les inscriptions et les cours débuteront Oui. dès le 1er octobre. OK. En tout cas, j'espère vous voir bientôt. J'espère vous rejoindre bientôt. Merci, 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 merci. D'accord. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt.